Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, 29 juillet 2024. Nos thèmes pour ce soir, d'abord la guerre potentielle entre Israël et Hezbollah, une potentielle escalade du conflit alors que la tension monte au Moyen-Orient. Il sera question en deuxième temps de l'attaque contre le système ferroviaire français dans la foulée, bien sûr, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. La Russie qui demande des explications aux États-Unis en ce qui a trait d'une potentielle implication de l'Ukraine. On comprend de la manière dont ça nous est expliqué, l'Ukraine qui était sur le point de poser un geste assez provocateur en Russie. Ça reste assez flou, assez étrange toute cette situation. On en parlera en troisième temps. Ensuite, on fera un détour par les États-Unis afin d'aborder la course présidentielle. Kamala Harris qui reprend les devants, ou plutôt qui comble l'écart avec Donald Trump selon les derniers sondages. Et finalement, pour terminer l'émission, il sera question des questions du public. Je sais que certains d'entre vous avaient soumis d'excellentes questions, donc on aura l'opportunité d'en traiter 2 ou 3 en fin d'émission. Alors d'abord, notre premier dossier pour ce soir, la guerre potentielle entre Israël et Hezbollah. Parce que vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, la revue de presse, on se parlait de cette escalade potentielle entre Israël et le Hezbollah. Ce que je vous disais déjà, c'est que, à mon avis, les chances d'une escalade étaient assez limitées parce qu'il n'était pas dans l'intérêt du Hezbollah d'escalader les choses. Maintenant, il y a quand même une nuance que j'avais apportée là-dessus. Si je me souviens bien, il y a 2 revues de presse où j'avais fait d'abord un mea culpa, vous dire attention, si le Hezbollah n'a pas nécessairement intérêt ou avantage à lancer une escalade dans le conflit actuel et à s'impliquer dans la guerre entre Israël et le Hamas, il est tout à fait possible et réaliste qu'Israël y voit son propre intérêt et qu'Israël, donc, de sa propre volonté et de sa propre initiative, choisisse délibérément d'escalader le conflit et d'impliquer le Hezbollah. On reviendra dans un instant aux raisons qui pourraient expliquer une potentielle escalade volontaire de la part d'Israël et pourquoi l'État d'Israël pourrait tirer avantage dans une intensification du conflit et dans un élargissement de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas. On nous rapporte donc un épisode assez traumatique du côté d'Israël. C'est quelque chose qui fait vraiment les manchettes actuellement. Un missile qui a explosé sur un terrain de soccer situé sur le plateau du Golan qui aurait causé la mort d'une douzaine de personnes, tous des civils âgés entre 10 et 20 ans. C'était donc, on nous dit, en plein milieu d'une partie de soccer où il y avait un amas de personnes qui étaient présents sur le terrain de soccer. Et bon, ce qu'on nous dit actuellement, les gens qui sont touchés, les principales victimes sont donc des Druzes, qui est une ethnie, un groupe religieux qui est surtout présent dans le nord d'Israël, aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Un groupe, bon, c'est une religion qui est un peu, on pourrait dire, une des religions abrahamiques qui relève plus de l'islam que de la chrétienté. Ce groupe, les Druzes, ont été offerts à quelques occasions de rejoindre la population israélienne. Il faut comprendre le contexte un peu. Les Druzes ont toujours été un peu une population semi-autonome, se sont plus associés avec la Syrie pendant très longtemps. Lorsqu'Israël a pris le contrôle du plateau du Golan autour des années 80, 1981, si je me souviens bien, à partir de ce moment-là, en 81, Israël va offrir la citoyenneté aux Druzes, la citoyenneté israélienne. Et beaucoup d'entre eux vont la refuser, tout simplement, choisir de continuer à s'identifier avec la Syrie. C'est seulement quelques années plus tard, surtout avec le déclenchement et, disons, l'intensification de la guerre civile en Syrie, que progressivement, graduellement, on a vu des Druzes accepter la citoyenneté israélienne et rejoindre graduellement, si on veut, la société israélienne. Aujourd'hui, c'est en fait la plus grande minorité religieuse qu'on retrouve à l'intérieur des forces de défense israéliennes, plusieurs milliers de Druzes qui font donc partie de l'IDF. Et vous avez également une portion assez importante de la population israélienne, quand on le regarde à l'échelle, je pense que c'est 1,5 %, quelque chose comme ça, qui est la portion représentée par les Druzes. Alors donc, c'est une minorité à l'intérieur d'Israël qui est parfois un peu marginalisée. Israël avait surtout tenté de leur proposer la citoyenneté pour assimiler, pour annexer, si on veut, le plateau du Golan en s'assurant que tous les gens qui habitaient sur place étaient aussi israéliens que possible. Alors donc, c'est seulement, comme je vous dis, récemment que ce mouvement s'est un peu accéléré. Pour le moment, il y a encore énormément de flou et d'ambiguïté quant à l'attaque elle-même, à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était volontaire, délibéré, comment est-ce que ça a été provoqué. Ce qu'on sait, c'est donc un missile a explosé sur le terrain de soccer, causé au moins 12 morts, un certain nombre de blessés également qui s'additionneront à tout ça à mesure où le bilan sera comptabilisé. Mais il est encore assez ambigu à savoir, est-ce que c'était volontaire?
On nous parle donc d'un missile. D'abord, Israël accuse le Hezbollah, bien sûr, et Hezbollah rejette la responsabilité sur Israël. Alors, personne n'accepte actuellement la responsabilité pour l'attaque en question. Israël nous dit que c'était un missile du Hezbollah qui donc était délibéré. On visait le site en question. Et bon, on n'a tout simplement pas les couilles d'assumer l'opération et les dommages qu'elle a causés. Du côté du Hezbollah, à l'inverse, on accuse Israël de faire une opération de guerre psychologique. On accuse Israël d'être responsable de l'attaque, notamment spécifiquement, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y aurait un missile d'interception lancé par Israël qui aurait bifurqué, en fait, tout simplement de sa trajectoire. Il faut dire que c'est quelque chose qui est arrivé à quelques occasions. Ce ne serait pas la première fois. Il arrive très souvent que des missiles d'interception bifurquent ou sont tout simplement défectueux. Et lorsque ça arrive, eh bien, évidemment, il est difficile de prévoir où est-ce que le missile, l'ogive en question, qui est déjà activé, va tomber. Le missile d'interception, nous dit-on, par le Hezbollah, serait tombé directement à reculons, donc vers le nord du pays, vers le plateau du Golan, mais n'aurait jamais été à l'intention de l'endroit en tant que tel. Donc, on n'allègue pas nécessairement une conspiration de la part d'Israël. Ce qu'on accuse plutôt du côté du Hezbollah, c'est d'être responsable d'un accident, qu'Israël aurait donc attaqué lui-même son propre territoire à travers un accident. Bien sûr, très difficile de définir en ce moment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de confusion et que par le passé, les deux camps ont menti sur des faits extrêmement importants et déterminants. On se souvient par exemple que le Hamas a dit que Israël était responsable d'une attaque sur un hôpital à l'intérieur de Gaza dès le début du conflit, que la réalité, c'est en fait un missile lancé par le Hamas qui avait justement bifurqué de sa trajectoire et qui, suite à des analyses assez exhaustives, on avait constaté que c'était donc le Hamas qui était responsable de cette attaque, que le missile était retombé sur l'hôpital et que c'était un accident. S'en était suivi toute une opération, encore une fois, de guerre psychologique pour essayer de brouiller un peu les eaux là-dessus et de relancer la responsabilité sur Israël. On l'aura su beaucoup plus tard que finalement, c'était une attaque du Hamas qui avait raté. Ensuite, Israël, bien sûr, a menti sur l'assassinat, je devrais bien dire l'assassinat, le meurtre de Shireen Abu Akleh, cette journaliste de Al Jazeera qui avait été tuée d'une balle dans la tête par les forces israéliennes il y a maintenant plus de 2 ans, si je me souviens bien. Et à ce moment, déjà, on savait très bien qu'Israël était responsable de l'attaque et pourtant Israël a nié, a poussé en enquête, a lancé des versions contradictoires, a tout fait pour brouiller les eaux aussi longtemps que possible. Alors donc, il arrive que l'armée israélienne commet des erreurs. Est-ce que c'était volontaire, involontaire? On ne le saura jamais d'ailleurs pour ce qui est de Shireen Abu Akleh. Une chose est sûre, c'est que autant Israël que le Hamas ont l'habitude de mentir. Alors donc, qu'en est-il pour le Hezbollah? Il faut dire que tout le monde a un peu intérêt à rejeter la responsabilité sur le suivant. Chose est certaine, les conséquences sont majeures. D'abord, ça commande une réponse de la part d'Israël. Le cabinet israélien se réunit au moment où on se parle. On nous promet déjà une réponse. On nous dit une réponse à la hauteur de l'attaque qui a été commise contre Israël. Alors, on aura une réponse considérable de la part des forces de défense israéliennes, à savoir maintenant si on s'en va vers une escalade du conflit, si on s'en va vers une intensification des échanges le long de la frontière, des échanges de feu et les tirs, bien sûr, entre les forces israéliennes et le Hezbollah, ou est-ce qu'on s'en va carrément vers une guerre, vers une invasion du territoire libanais en bonne et due forme par les forces israéliennes? Il faut dire que pour le moment, les circonstances politiques sont extrêmement favorables pour Israël. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière lors de la dernière revue de presse, alors que dans une question du public, ou est-ce que c'est dans une question du public? Non, pardon. On parlait du désistement de Joe Biden. C'est donc dans un segment sur la politique américaine où je relevais les implications internationales du désistement de Joe Biden. Et ce que je vous invitais à observer déjà la semaine dernière, c'était les conséquences énormes et considérables pour le conflit au Moyen-Orient, pour la guerre, le conflit israélo-palestinien, bien sûr. Ce que je mentionnais, donc, c'est que la pression de la part des États-Unis, donc, mais par extension, la pression de la communauté internationale sur Israël s'en trouve grandement réduite avec le départ de Joe Biden, alors que, oui, les démocrates américains et les États-Unis, l'administration Biden, étaient, si on veut, la principale source de pression
la pression politique sur Israël pour mettre fin au conflit et en arriver avec un cessez-le-feu. Maintenant qu'on retire Joe Biden et qu'on arrive avec, bien sûr, une administration, disons le retire Joe Biden parce qu'il demeure toujours au pouvoir, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, un président lame duck, une administration essentiellement caduque qui n'a plus vraiment d'influence et de pouvoir sur la scène internationale, alors qu'on attend déjà un remplaçant et qu'on sait que le président Biden ne sera plus en place dans seulement quelques mois. Sa capacité de manœuvrer au Moyen-Orient et d'avoir un impact, sa capacité de façonner la politique étrangère américaine s'en trouve grandement diminuée. Ce que je relevais donc, c'est que ça enlève toute la pression sur Benjamin Netanyahou pour lequel une fenêtre politique fantastique vient de s'ouvrir, alors qu'on met ensemble tout un ensemble de facteurs qui convergent vers des conditions extrêmement favorables pour Israël. D'abord, désistement de Biden qui retire la pression politique sur Netanyahou, l'Iran qui est neutralisé par sa volonté affichée de négocier avec Washington. On s'en est parlé d'ailleurs lors de la revue de presse, et je me souviens bien, il y a 2 semaines, alors qu'on revenait sur l'élection de Massoud Pezeshkian, ce nouveau modéré sur la scène iranienne qui vient un peu remplacer, après la mort, disons, inattendue d'Ebrahim Raisi, ce président iranien qu'on connaissait plutôt un partisan de la ligne dure et du conservatisme, très proche de l'ayatollah. Lorsque ce président est décédé, Ebrahim Raisi, alors là, on retombe en élection présidentielle et je vous parlais de ce modéré qui vient un peu brouiller les cartes parce qu'il demande et il s'attend à une nouvelle négociation avec l'Occident sur la question nucléaire. Les Iraniens, donc, cherchent à faire baisser la tension, cherchent à faire baisser le ton et à s'asseoir avec les États-Unis à la table de négociation. Ce que ça nous disait, et je le mentionnais déjà, c'était bien sûr que les Iraniens ne chercheront pas nécessairement à pousser à une escalade du conflit entre Hezbollah et Israël et qu'actuellement, Hezbollah n'a pas les coups des franches parce que l'Iran reste en marge. Tant et aussi longtemps qu'on a cette espèce d'espoir et cette espèce de lune de miel pour ce qui est des relations entre l'Occident et l'Iran, alors qu'on espère pouvoir créer un nouveau lien. Tout nous indique que les conditions pour Israël sont positives pour lancer une invasion au Liban. Parce que ce qui, bien sûr, rendrait une opposition beaucoup plus forte pour ce qui est du Hezbollah, ce qui renforcerait le Hezbollah, ce serait une implication active de l'Iran et des gestes un peu plus ouverts de l'Iran, tant contre Israël que pour le Hezbollah. Pour le moment, l'Iran reste sur les marges. Alors donc, la volonté de négocier avec Washington nous invite à croire que cette situation va se continuer au moins pour quelques semaines, sinon quelques mois. Ce n'est pas dans l'intérêt d'escalader. Le Hamas est neutralisé, ne représente plus de menace militaire à l'heure où on se parle. On pourrait dire bien sûr que les opérations israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza, particulièrement au sud, et même, on pourrait dire, on est à rouvrir des poches qui avaient autrefois été fermées. Donc, les opérations se continuent à Gaza, mais tout de même, la menace militaire du Hamas n'est plus ce qu'elle était, et les forces du Hamas, les forces offensives, ne sont plus aussi opérationnelles, pour me dire, sont carrément dysfonctionnelles au point où on en est. Alors donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour Israël, tant au plan politique, diplomatique que stratégique, pour lancer une nouvelle escalade du conflit qui serait à son avantage et sous ses termes contre les Hezbollah. On sait que le Liban est actuellement dans une très mauvaise position économique. Le PIB du Liban s'est contracté de plus de la moitié au cours des dernières années. Ça a été une véritable catastrophe et encore à ce jour, le Liban n'est donc pas en position de lancer un nouveau conflit et de participer activement à une guerre contre Israël. Voilà donc un autre joueur qui est mis en marge. Ensuite, si on ajoute à ça une autre condition favorable à Israël, on en a parlé à quelques occasions, la pénalité diplomatique à Israël est déjà encaissée sur la scène internationale. Ce qu'on entend par là, c'est qu'Israël est pas mal, comme je le disais dans une autre revue de presse encore, sur le spectre de son acceptabilité sur la scène internationale, de son plancher à son plafond. Actuellement, Israël est pas mal au plancher déjà. Alors, on peut présumer qu'une fois que cette pénalité internationale, cette pénalité diplomatique, cette sanction diplomatique est déjà adoptée, déjà acceptée par la communauté internationale contre Israël et qu'Israël en est déjà au plus bas de l'opinion, disons que le risque est beaucoup plus faible et la pénalité, justement, pour lancer un nouveau conflit est beaucoup moindre.
Donc, il y a, d'une manière un peu paradoxale, une opportunité pour Israël de profiter de sa position exécrable sur la scène internationale pour lancer un nouveau conflit et en finir une fois pour toutes avec quelque chose qui, disons-le, si ce n'était pas du conflit avec le Hamas, si ce n'était pas d'une potentielle escalade et d'une supposée provocation qu'on dit interprétée du côté d'Israël, ce serait absolument répréhensible. Imaginons un scénario dans lequel Israël décide tout bonnement de lancer une guerre contre Hezbollah, au nord, contre le Liban. Comment réagirait la communauté internationale si ça n'avait pas été provoqué, s'il n'y avait pas d'excuse, s'il n'y avait pas un contexte autour? Évidemment, ce ne serait pas possible. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion qui a été tirée en 2006 après la guerre entre le Hamas et Israël, entre le Hezbollah, et Israël, ce qu'on avait relevé déjà du côté d'Israël par les commissions d'enquête qui ont suivi par la suite, où on a étudié le conflit, on essaie de comprendre quelles conclusions on pourrait en tirer. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était une opportunité ratée, qu'Israël avait d'une certaine manière la chance, une fois que le conflit était débuté, une fois qu'on répondait à une action contre Israël, Israël avait la chance de mettre fin carrément, d'expulser Hezbollah du sud du Liban, pour ne pas dire de complètement l'éliminer. Et on n'a pas pris cette opportunité. Le conflit en 2006 qui s'est terminé un peu avec une mise sur la glace, on aura l'opportunité d'y revenir tantôt, comment tout ça s'est terminé et les implications pour la politique internationale et pour les prochaines années. Mais une chose est sûre, c'est que actuellement, il y a une porte, une fenêtre d'opportunité exceptionnelle, une fenêtre stratégique pour Israël d'utiliser toutes ces conditions et de les mettre à son avantage, à mesure où justement le Liban est dans une mauvaise posture économique, le Hamas est neutralisé, l'Iran est neutralisé, Biden est désisté, ce qui nous invite aussi à un certain désistement des États-Unis pour ce qui est du Moyen-Orient, et Netanyahou, disons-le, qui est actuellement sous une pression énorme pour prolonger la guerre. Politiquement, Netanyahou est sur le respirateur artificiel. Sa coalition, la coalition donc gouvernementale qui le maintient au pouvoir, menace de s'effondrer. Il y a des enquêtes qui seront certainement déclenchées sur le 7 octobre, mais aussi plus largement sur la gouvernance Netanyahou et les années précédentes. Alors, Netanyahou sait très bien que tant qu'il existe un état de guerre, tant qu'il existe un état de conflit et une certaine urgence dans la vie politique israélienne, il est politiquement viable. Sa survie politique est assurée. Personne ne veut y aller avec une déstabilisation, devrais-je dire, du gouvernement israélien au point où on en est. Personne ne va tenter de destituer Netanyahou tant et aussi longtemps qu'il y a une menace extérieure perçue. Alors ça, il ne faut pas le négliger. Netanyahou le sait très bien. Alors donc, Israël a vraiment devant elle une fenêtre. Puisqu'on sait maintenant que personne ne viendra à la rescousse du Hamas, que personne ne viendra à la rescousse du Liban, que l'Iran est sur les marges de côté, il pourrait y avoir un motif tout à fait valide pour Israël de passer à l'attaque. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, pour ce qui est de la sanction, moi, ça, en tant que tel, c'est probablement une des plus grosses invitations à Israël de passer à l'action. Le fait que la sanction diplomatique, la sanction politique contre l'État d'Israël est déjà à son maximum, à son paroxysme. C'est pas vrai que les États-Unis vont sanctionner l'État d'Israël, c'est pas vrai que les États-Unis vont cesser de l'armer. Au contraire, surtout si on part dans un conflit contre le Hezbollah, qui est un ennemi commun entre les États-Unis et Israël. Tous les deux, on veut voir la fin du Hezbollah. Tous les deux, on veut voir le Hezbollah démantelé, désarmé. Alors donc, aucune chance que les États-Unis interviennent là-dessus. Il faudrait vraiment j'allais dire une sagesse, mais la réalité, c'est qu'écoutez, on parle des intérêts supérieurs d'une nation. Donc, Israël est parfaitement conscient des enjeux. Et on pourrait essayer de voir le conflit sur une échelle de 5 à 10 ans et se dire, mon Dieu, mais Israël va prolonger une guerre. Si on voit le conflit sur les 50 années précédentes, pour ne pas dire les 100 dernières années précédentes et les 100 suivantes, vous comprenez qu'il y a une fenêtre incroyable pour Israël de mettre le Hezbollah KO, de couper l'influence iranienne au Liban sur sa frontière nord et peut-être même de changer la situation de sécurité dans son environnement. C'est ça l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël a été définie par ces moments très, très, très précis, concis, dans lesquels le contexte politique a été favorable et où les Israéliens ont fait des gains historiques que tous les États arabes ont ensuite essayé de remettre dans le pot de dentifrice, dans le tube de dentifrice. Alors, là-dessus, moi, je n'ai pas du tout de difficulté à imaginer qu'il y aura un motif valable et même une invitation pour Israël de passer à l'offensive. Alors, cette guerre, à quoi elle pourrait ressembler?
Faut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation est extrêmement avantageuse actuellement pour Israël. Depuis le début du conflit, si on se transporte ici sur la frontière entre le Liban et Israël, ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc des affrontements considérables et constants qui s'intensifient le long de la frontière à mesure où les forces israéliennes affrontent le Hezbollah, qui est, disons-le, l'entité armée non étatique la mieux équipée au monde et de loin. Alors si, certes, le Hezbollah n'est pas un gouvernement, n'est pas une armée conventionnelle, dispose quand même de moyens considérables qui ont tout pour inviter à une opération conventionnelle de la part d'Israël, donc à une guerre ouverte, comme on pourrait l'imaginer, contre l'État du Liban d'une certaine manière. Et c'est de quoi nous parlent déjà là, les généraux israéliens. On nous parle d'une opération décisive avec l'intention de se rendre profondément en territoire libanais. Il est important de comprendre, lorsqu'on parle profondément en territoire libanais, que la distance entre la frontière israélienne et la capitale libanaise de Beyrouth est de tout juste quelques 100 kilomètres, moins de 100 kilomètres, en fait quelques 95-90. Alors ça vous donne une idée de la proximité extrême et de l'espace restreint, contraint, dans lequel tout ça se passe. Lorsqu'on avait eu d'ailleurs des échanges dans les conflits précédents, particulièrement en 2006, ce qu'on avait convenu suite au conflit, c'était un cessez-le-feu qui était, somme toute, assez avantageux pour Israël. On aura l'opportunité d'y revenir tout à l'heure à comment tout ça s'est produit. Mais Israël avait réussi à obtenir une zone de quelques 40 kilomètres au sud de la rivière Litani, donc au sud d'une rivière qui passe ici, le long des montagnes, qui jette dans la Méditerranée. Ce qu'on avait obtenu à travers un mandat de l'ONU, une résolution du Conseil de sécurité, c'était d'avoir un désarmement de toute la région ici. Ça ne s'est jamais produit. Ce désarmement, cette résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais vraiment été respectée, écoutée, ni par Israël, ni par le Hezbollah, ni par le gouvernement libanais lui-même, pour tout un ensemble de raisons qu'on pourrait évoquer un peu plus tard. Mais donc Israël, depuis un certain nombre d'années, continue à avoir beaucoup de problèmes avec la situation sécuritaire au nord de la frontière, alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de villages qui ont été fortifiés par le Hezbollah. Il y a un certain nombre de caches d'armes, de centres d'entraînement et de points, disons, de staging, de points de rassemblement qui ont été établis directement par le Hezbollah le long de la frontière. Ça, c'est dénoncé depuis très longtemps par Israël et c'est justement ce qui est souvent visé par ces attaques transfrontalières auxquelles on assiste ici. Alors, ce à quoi on assiste ici le long de la frontière, c'est donc une intensification des échanges depuis quelques semaines, particulièrement depuis le 7 octobre, depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Ce que tente de faire le Hezbollah depuis le début, c'est tout simplement, de mettre de la pression sur l'État d'Israël pour un cessez-le-feu avec le Hamas. 2, d'attacher des troupes israéliennes sur la frontière nord pour s'assurer qu'on ait donc une certaine contrainte dans les opérations dans la bande de Gaza et qu'on n'ait pas accès à toutes les ressources. Et finalement, bien sûr, on s'en est parlé, la gesticulation politique de la part du Hezbollah. Alors que ce qu'on espère, c'est un peu de lancer un signal à la population libanaise, particulièrement chiite, qui appuie le Hezbollah, mais aussi plus largement dans le monde musulman, de lancer un signal comme quoi le Hezbollah tient tête à l'État d'Israël dans le massacre du peuple palestinien. Alors donc, cette gesticulation politique, il ne faut surtout pas en extraire la signification parce que c'est vraiment un des points qui motive les actions actuellement du Hezbollah. Alors ça, à quoi on assiste ici le long de la frontière, c'est carrément à un vidage. Alors que des deux côtés, du côté libanais, la population a quitté la zone, alors qu'autant du côté israélien, la population, quelques 80 000 Israéliens, ont été évacués par le gouvernement lui-même à partir du 7 octobre. Lorsque s'est déclenchée la guerre avec le Hamas, le gouvernement israélien a évacué des dizaines de milliers d'Israéliens, de citoyens au nord, afin d'éviter donc qu'ils soient pris d'une certaine manière dans le conflit avec le Liban, avec le Hezbollah. Du côté du Liban, la chose est un peu la même. Cela étant dit, il faut dire que pour les Israéliens, ça a été vu comme une espèce de concession. Parce que depuis très longtemps, on sait que le Hezbollah est actif le long de la frontière. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est vraiment cette zone tampon, cette zone sécuritaire d'une certaine manière qui a été créée par Israël au bénéfice du Hezbollah, alors qu'on a évacué toute la population et on a essentiellement créé un no man's land à l'intérieur même du territoire israélien. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a énormément de pression actuellement contre Netanyahou spécifiquement, plus largement contre le gouvernement israélien, afin de récupérer le contrôle sur cette zone qui est, disons-le, presque devenue inhabitable.
tant du côté israélien que du côté libanais. Les échanges de feu sont tels et si intenses depuis un certain nombre de semaines que beaucoup des maisons qui ont été quittées, abandonnées par la population locale, sont aujourd'hui inhabitables. La situation est donc que vous avez une pression énorme tant de la population locale ici au nord que des Israéliens plus largement contre le gouvernement où on lui demande d'abord de reprendre sa responsabilité sur le territoire, la souveraineté sur cette région et encore plus de mettre fin aux attaques par le Hezbollah au nord. Alors donc, déjà, Netanyahou fait face à une certaine pression. Quand on ajoute à ça toutes les conditions favorables dans la région, alors qu'on sait que l'État du Liban est lui-même dans une position de faiblesse, que les voisins de l'autre côté, ici, la Syrie, aussi dans une position de faiblesse, maintenue largement le régime Assad, le gouvernement Assad, qui est maintenu par la présence russe depuis un certain nombre d'années. La Syrie qui est déjà morcelée entre différentes influences, c'est important de le mentionner, alors que le sud et l'ouest est essentiellement occupé par les forces gouvernementales et les forces russes, sous influence de la Russie. Le reste de la Syrie, tout ce qu'il y a au nord et à l'est ici du fleuve Euphrate, c'est le contraire. C'est une occupation soit par les forces américaines, soit par leurs alliés, militants ou non, ou soit par les forces turques qui se battent aux côtés des Américains. Vous avez également l'État islamique là-dessus qui occupe un certain nombre de poches et une certaine influence près de Idlib. Mais bref, la Syrie est complètement déchirée. La Syrie n'a pas besoin d'un nouveau conflit à ses frontières et si on pouvait imaginer pendant un certain moment que certes, en conditions normales, l'État syrien viendrait en aide au Hezbollah, un allié traditionnel. Le Hezbollah, il faut le dire, a combattu auprès du gouvernement Assad dans la guerre civile syrienne. C'est donc un allié connu du gouvernement syrien. On s'attendrait normalement à ce que Assad vienne au sauvetage, à l'aide du Hezbollah, pour faire à peu près la même chose, au moins, que fait le Hezbollah actuellement pour le Hamas. Gesticulation politique, empêcher qu'on puisse utiliser toutes les ressources en attachant des troupes le long de la frontière et plus largement, juste un certain appui pour les opérations du Hezbollah. Tout nous dit qu'actuellement, Assad tente de regarder dans l'autre direction. Assad n'a pas offert d'appui particulier au Hezbollah depuis le début des échanges et on n'a pas vu la Syrie lever la main comme quoi elle serait présente dans l'éventualité d'un conflit parce que, comme je vous le dis, elle est maintenue par la Russie, n'a pas la capacité d'abord de contrôler son propre territoire. Laissons tomber de le défendre. Déjà, on sait qu'Israël, au cours des derniers mois, a été en mesure à plusieurs occasions et continue à le faire et continuera à le faire, de mener des opérations militaires en territoire syrien sans l'autorisation de la Syrie. On sait que les Israéliens sont déjà très actifs en Syrie. Alors donc, très difficile de croire qu'il y aurait une implication de ce côté. C'est un autre joueur qui est vraiment laissé en marge. Pour ce qui est de l'Iran, la grande possibilité, si on veut vraiment impliquer l'Iran dans ce conflit, ce qui n'est pas impossible, entre vous et moi, il est tout à fait réaliste de croire que l'Iran pourrait vouloir s'impliquer malgré sa marge de manœuvre limitée, malgré le fait qu'on tente surtout d'ouvrir un nouveau cycle de négociation avec l'Occident. On s'attend à ce que l'Iran crée un pont terrestre jusqu'au Liban pour acheminer ressources, équipements, aide humanitaire et tout ce qui est nécessaire pour mener un combat au moins décent et honorable contre Israël. On ne voudra pas que le Hezbollah soit entièrement démembré et décapité par son leadership et par sa capacité opérationnelle. On voudra surtout préserver un acquis énorme pour l'Iran, qui est le Hezbollah à l'intérieur du Liban, une branche de son influence, une extension, si on veut, de sa politique étrangère et de sa capacité à façonner la région. Donc, ne vous surprenez pas si l'Iran maintient quand même un certain rôle et une certaine relation avec le Hezbollah à travers tout ça. La Syrie, ce sera extrêmement intéressant à voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'Assad viendra en aide au Hezbollah et tentera de porter une quelconque assistance? En dernier plan, on a un autre joueur qui décide de s'impliquer, un joueur absolument fascinant et un autre qui a tout pour surprendre dans la situation actuelle, la Turquie d'Erdogan qui nous dit qu'elle envahira Israël. Erdogan, aujourd'hui, qui affirme ouvertement que s'il le faut, les troupes turques entreront à Israël exactement comme ils l'ont fait à Nagorno-Karabakh et exactement comme ils l'ont fait en Libye. Alors donc, Erdogan, on comprend, bien sûr, c'est de la posture, c'est encore une fois un peu de la gesticulation. Erdogan n'a probablement pas l'intention d'entrer en guerre ouverte avec Israël, mais c'est quand même une indication d'un certain nombre de choses. D'abord, la relation de plus en plus exécrable
entre Erdogan et l'Occident plus largement, spécifiquement l'État d'Israël. Ensuite, ça nous invite à réfléchir un peu également par rapport à Erdogan lui-même et à ce qu'il essaie de faire ici. De se présenter, encore une fois, comme ce leader de la cause arabe. C'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Depuis un bon moment déjà, Erdogan dénonce l'Arabie saoudite, dénonce les États arabes qui ne viennent pas assez, dit-il, en assistance à la cause palestinienne. Et depuis un certain moment, Erdogan a tenté de s'en faire le principal porte-parole à travers le monde musulman. Donc, une autre manœuvre plutôt politique et tactique de la part d'Erdogan dans un contexte qu'on doit voir vraiment comme étant une opération de charme. Cela étant dit, ça nous peint un portrait assez optimiste pour une campagne israélienne. Et là, ce n'est pas un témoignage en passant de favoritisme pour un camp ou un autre, c'est tout simplement un constat stratégique dans lequel ni l'Égypte, la Jordanie en passant, interceptent des missiles à destination d'Israël. Alors la Jordanie, aucune implication. Syrie, on n'est probablement pas en mesure de le faire. Ensuite, on continue vers l'Irak, pas la capacité peut-être d'agir comme pont terrestre. L'Iran, on est très loin. Renouveler les stocks de missiles prendrait des années. Et encore une fois, ce sera à travers un long pont terrestre qui serait extrêmement vulnérable aux opérations tant israéliennes, qu'on sait très, très fréquentes en Syrie, qu'aux opérations américaines, qu'on sait très fréquentes en Irak, où on a toujours une présence importante. Alors, m'appeler Israël, je vous dis ça pour ça, c'est pour ça que je vais vous exposer tout ça. M'appeler Israël, je lance une guerre. Parce que je joue des cartes qui se présentent une fois à quelques dizaines d'années, à quelques décennies, des conditions exceptionnellement favorables pour l'État d'Israël, comme on le voit actuellement avec un président américain caduc, avec un Iran sur les marches de côté, avec une situation internationale qui est déjà à son paroxysme en termes de détestation de l'État d'Israël, avec une armée entièrement mobilisée, avec un prétexte valable. Il y a vraiment une situation extrêmement avantageuse pour Israël, donc ne vous surprenez pas si cette discussion par rapport à une potentielle escalade finit par se matérialiser. Et ça ne viendra pas du Hezbollah. Il faudra s'en souvenir. Alors, il est possible que les Israéliens tentent de seulement mener une opération rapide. Une opération pour frapper des cibles prédéterminées, où on a déjà identifié un certain nombre d'endroits qu'on voudrait frapper pour essayer de réduire la capacité opérationnelle du Hezbollah. Tout à fait possible. On sait que l'armée israélienne entretient un certain nombre de cibles constamment, qu'on les vise lorsqu'il est possible. Là, on a vraiment un prétexte, une explication valable, un motif, si on veut, qui nous permettrait de frapper dans une opération exceptionnelle, d'aller frapper plus profondément à l'intérieur du Liban sans s'exposer à la même pénalité diplomatique et militaire ou à une implication de l'Iran ou d'un autre acteur, puisqu'on a un prétexte, une provocation perçue, en l'occurrence ce missile sur un terrain de soccer, eh bien ce ne serait pas perçu comme une escalade majeure. Ce serait perçu par la communauté internationale, surtout par les États-Unis, comme le droit à Israël de se défendre. Ce qui est souvent le go-to à Israël. Quand on veut y aller avec une opération un peu moins populaire, on invoque le droit à l'autodéfense. Dans le cas actuel, il faut dire qu'on a un prétexte. On ne l'avait pas il y a une semaine. Alors, dans mon cas, ça m'invite à réfléchir sérieusement à la situation et à voir qu'une convergence d'éléments joue en faveur d'Israël. Le Hezbollah prétend avoir quelques 100 000 combattants. C'est probablement grotesquement exagéré. On parle plutôt autour de 20 à 50 000 combattants, ce qui est quand même une force considérable. Et comme on le disait tout à l'heure, certainement le groupe armé non étatique le mieux équipé au monde et le mieux avec le plus de ressources humaines. Appuyé par l'Iran, il est possible que les stocks de missiles du Hezbollah soient suffisants pour mener une guerre intense à très court terme contre Israël. Cela étant dit, il est très difficile de voir un scénario dans lequel le Hezbollah survivrait à un conflit prolongé avec l'État d'Israël, parce que malgré le fait qu'il est appuyé par l'Iran, malgré le fait qu'il y a quelques 20 à 50 000 combattants, malgré le fait qu'on a accès à un certain arsenal et qu'on se prépare à une guerre contre Israël depuis 2006, il faut dire que ce n'est pas quand même une armée conventionnelle. On n'a pas accès à de l'équipement lourd.
On n'a pas accès à des tanks, on n'a pas accès à des chars, on n'a pas accès à des avions de chasse, on n'a pas accès à du ravitaillement plus conventionnel. Il faut s'attendre à ce que ce qui a été permis pour le Hezbollah, est-ce que le Hezbollah a pu apprendre d'une certaine manière durant son implication en Syrie, n'est pas nécessairement applicable dans un conflit contre Israël. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à la seconde où on verrait une concentration de forces du Hezbollah de l'autre côté de la frontière, du côté libanais, immédiatement cette concentration serait détruite. Donc, il n'y a pas cette capacité à opérer, disons, sans contrainte, comme on l'avait en Syrie, où on joue contre des adversaires qui sont beaucoup moins sophistiqués et où les enjeux sont beaucoup moins importants. Dans une lutte au Liban contre Israël, tout est à croire qu'Israël serait probablement en bonne posture très rapidement. On y revient dans un moment. En 2006, faire un peu d'histoire, parce que ça nous permet d'avoir une idée quand même sur un potentiel conflit entre Israël et le Hezbollah. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans l'époque contemporaine. Il faudrait revenir à 2006. Israël avait frappé fort, une menée de campagne qui, en théorie, l'avait placé dans une bonne position. Toutefois, ils avaient été incapables de neutraliser le Hezbollah. On avait essayé autant que possible pendant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, pendant tout ce temps, on appelait Israël à un cessez-le-feu. On appelait tant le Hezbollah qu'Israël à un cessez-le-feu. Pour vous remettre dans le contexte, après une attaque par le Hezbollah, où on avait pris un certain nombre d'otages du côté israélien, quelque chose vous rappelle quoi que ce soit, on avait envoyé les troupes israéliennes sur le territoire libanais pour une invasion en bonne et due forme. Et bon, ça avait été décidé un peu à la dernière minute, un peu à la va-vite. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a été une opportunité qui a été ratée là-dessus, peut-être par les Israéliens. Mais tout le long où l'opération israélienne a eu cours du côté libanais, la communauté internationale appelait et hurlait Israël à retirer ses troupes pour un cessez-le-feu. Et les Américains ont tout fait pour empêcher le cessez-le-feu aussi longtemps que c'était possible. En fait, John Bolton, conseiller à la sécurité des États-Unis qui est revenu sous l'administration Donald Trump, qui était en fonction à l'époque, s'était vanté publiquement que les Américains avaient tout fait et qu'ils étaient damn proud, très fiers d'avoir fait ce qu'ils avaient fait pour bloquer le cessez-le-feu dans les premières semaines du conflit entre Israël et le Hezbollah. Les Américains voyaient très bien que la situation était à la faveur d'Israël, qu'Israël est en train de refaçonner, de resculpter l'environnement de sécurité autour de ses frontières à son avantage et que, par extension, c'est à l'avantage des États-Unis. Les États-Unis défendent Israël. Alors, le moins Israël a besoin d'aide et le mieux Israël est capable de construire dans son environnement une sécurité durable. Les Américains sont parfaitement d'accord avec ça. C'est exactement ce que Trump a essayé de faire avec les accords d'Abraham, construire une sécurité durable par la voie diplomatique. Si c'est par la voie militaire, par la destruction du Hamas, par la neutralisation du Hezbollah, alors les Américains sont parfaitement à bord. Ça, il faut le comprendre. Il faut d'abord on est sur la même longueur d'onde. Donc pendant des semaines, les Américains ont tout fait pour bloquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en s'en vantant qu'on en était très fiers. Lorsque le cessez-le-feu a fini par être signé entre Israël et le Hezbollah, c'est seulement parce que les Américains l'ont permis, qu'Israël le désirait et que c'était sous des conditions extrêmement favorables à Israël. Je ne devrais pas dire selon les conditions israéliennes, mais ça aurait pu l'être, tellement c'était favorable à leur posture. Pour vous résumer tout ça, donc en 2006, comment la guerre se termine? Ça se termine avec un élargissement du mandat de l'ONU, où soudainement, la mission de l'ONU affectée à la région devient également affectée au sud du Liban. On déploie donc des milliers de troupes de l'ONU au sud du Liban afin de remplacer d'une certaine manière le mandat de l'armée libanaise. On demande le désarmement total du Hezbollah, la démilitarisation d'une zone le long de la frontière, tout ce qu'il y a au sud, comme je vous le montrais tout à l'heure, au sud de la rivière Litanie, une énorme portion du Liban. Et pourtant, en échange de tout ça, du désarmement du Hezbollah, désarmement du Hezbollah, démilitarisation de tout le sud du Liban, élargissement d'un mandat international favorable à Israël, qui vient carrément prendre une tutelle sur le sud du Liban. Malgré tous ces énormes avantages, tout ce qu'Israël avait eu à céder dans ce cessez-le-feu, c'était le retrait de ses troupes. En échange de juste retourner chez elle, de sortir du Liban qu'elle avait envahi, Israël avait obtenu une suite de cadeaux énormes de la part de la communauté internationale qui créait carrément une situation parfaite, idéale pour Israël.
Où ce qu'on avait, c'était une espèce de zone tampon de quelques 45 km au nord de la frontière, avec aucun Hezbollah désarmé en théorie, avec une zone, une patrouille internationale qui contrôlait la zone, plusieurs milliers d'hommes envoyés par l'ONU, à la charge de l'ONU, disons-le, qui contrôlaient carrément, était censé opérer une occupation d'une certaine manière du sud du Liban. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour un certain nombre de raisons. D'abord, il faut dire qu'en dehors du retrait des troupes, Israël n'a pas vraiment respecté ses obligations. On a continué à occuper des villages le long de la frontière. On a continué à violer l'espace aérien libanais sur une base quasi quotidienne. Mais ajoutons à ça que la mission de l'ONU est aussi un échec incroyable elle-même et que l'ONU a sa part de responsabilité dans l'effondrement de ce consensus sécuritaire qui avait été créé à la fin de la guerre en 2006. On avait réussi à arriver à une entente qui était, somme toute, avantageuse pour la paix durable dans la région, si on veut le voir depuis la perspective d'Israël. Si on veut le voir depuis la cause palestinienne, c'est un désastre, c'était une catastrophe qui venait d'une certaine manière castrer le Hezbollah. Mais ça ne s'est pas produit. Parce que, justement, le mandat de l'ONU était grotesquement insuffisant, un peu pour être capable quand même d'en venir à ce mandat. On ne voulait pas trop envahir la souveraineté de l'État libanais et on voulait avoir un consensus à l'intérieur du Conseil de sécurité, auprès de la Russie, auprès de la Chine. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déployé une mission sous le chapitre 6 de la Charte des Nations unies, qui veut dire essentiellement que la force en présence envoyée par les Nations unies ne peut faire seulement ce qu'elle est autorisée à faire par le gouvernement en place. Donc, la force de l'ONU était, d'une certaine manière, subordonnée à l'autorité du gouvernement libanais. Tant que le gouvernement libanais ne leur disait pas d'aller à quelque part pour faire quelque chose, pour affronter ou confronter une situation, ils n'avaient pas l'autorité légale de le faire. Alors donc, assez rapidement, on a senti qu'il y avait un certain laxisme du côté de la mission, qu'il y avait des trucs qui se passaient directement devant leurs yeux et qui ne provoquaient pas l'intervention qu'on aurait pu s'attendre. Donc, le mandat de l'ONU, qui a perdu énormément de crédibilité, plutôt que de les envoyer sur le chapitre 7, qui aurait permis donc une intervention en dehors de l'autorité du gouvernement en question, on aurait dit, écoutez, essentiellement, le Liban, vous n'avez plus la capacité de gérer la situation sécuritaire dans le sud du pays, ce sera l'ONU, et peu importe ce que vous en pensez, les troupes de l'ONU ont le mandat sur cette région donnée avec l'accord du Conseil de sécurité. On n'a pas été jusque-là. Alors, ce mandat de l'ONU a toujours un peu regardé dans l'autre direction, on n'a pas vraiment fait grand-chose. Il faut dire que le gouvernement libanais n'a pas aidé. On se serait attendu que le gouvernement libanais se réjouisse de l'arrivée d'une force internationale sur son territoire. Évidemment pas. Le gouvernement libanais voulait avoir la fin du conflit et cherchait à avoir, si on veut, un retour à la normalité, à la paix, mais ne cherchait pas nécessairement à avoir un déploiement massif d'une force internationale sur son propre territoire qui viole d'une certaine manière sa souveraineté. Alors donc, on lui a donné quand même une certaine autorité là-dessus, mais le gouvernement libanais l'a utilisé pour saboter la mission. Le gouvernement libanais, d'abord, il faut se mettre dans sa position, qui est conscient de l'appui massif de la population chiite, particulièrement dans le sud du pays, à la faveur du Hezbollah. Beaucoup de gens appuient le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas seulement qu'un groupe militant, il faut comprendre, c'est une faction politique avec un bras armé. Il y a donc un énorme soutien dans le sud du Liban, un peu au sud de la capitale, Beyrouth également, en faveur du Hezbollah. Et donc, le gouvernement libanais est un peu assis entre deux chaises. Alors qu'il veut bien sûr faire plaisir à la communauté internationale, il veut bien sûr reprendre le contrôle sur son territoire, bien sûr, mais il est conscient aussi qu'il y a un risque réel, réaliste, crédible de guerre civile avec le Hezbollah. Et que dans l'éventualité où le Hezbollah était vraiment menacé dans son existence à l'intérieur des frontières du Liban, il est très possible que le Hezbollah se retournerait contre le gouvernement libanais et qu'on en reviendrait à des épisodes de violence. Et possiblement, oui, que le Hezbollah aurait des prétentions sur le reste du pays. Possiblement qu'on aurait une escalade considérable. Et de toute manière, le gouvernement libanais n'est pas en position pour ça. Alors donc, depuis les dernières années, depuis 2006, le gouvernement libanais a toujours regardé dans d'autres directions. Et lorsqu'on lui demandait la permission pour aller opérer dans un quartier ou dans un bout de territoire où on imaginait une présence du Hezbollah et des activités parfois démontrées, documentées, le gouvernement libanais cherchait toutes les excuses possibles pour détourner l'attention. Il disait « Ah quoi, non, c'est privé par là-bas ». Ah là là, il y avait cette collusion
totale entre le Hezbollah et les autorités libanaises pour neutraliser, castrer la mission de l'ONU, en plus de son mandat relativement limité. Alors donc, comme je vous le dis, conscient d'une possible guerre, d'une possible escalade, d'une guerre civile à l'intérieur du Liban, il y avait cette collusion entre l'armée libanaise, le Hezbollah. Il y avait un certain manque de professionnalisme aussi du côté des troupes de l'ONU, notamment des troupes françaises, qui ont été impliquées dans un certain nombre d'incidents avec la population elle-même, et où on a dû faire des mea culpa. Notamment un épisode vraiment un peu embarrassant dans lequel les troupes françaises ont attaqué des civils sans explication valable et où les civils se sont retournés contre les troupes françaises à coups de roches, à coups de pieux, contre les véhicules armés et où on a littéralement désarmé les troupes françaises. Les civils ont forcément désarmé les troupes françaises parce qu'on estimait qu'ils étaient irresponsables et qu'il y avait aucun risque. Leur utilisation de la force était démesurée. On les a forcés à rendre leurs armes à des civils, pas à des autorités. Ça vous donne une idée de la confrontation qu'il y avait dans ces rues. Il y avait donc un mandat assez ambigu, assez gênant, pour ne pas dire, pour l'ONU, qui n'avait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit. Et ça, les Israéliens l'ont dénoncé assez souvent en disant, vous savez, même s'il y avait le bon mandat des troupes de l'ONU, probablement qu'elles ne feraient rien quand même. C'est pas leur pays. Et du côté, assez rapidement, vous aviez dans cette force internationale, vous aviez des Allemands, des Britanniques, des Français, des Américains, vous aviez des Qataris, vous aviez des soldats des Émirats arabes unis. Et assez rapidement, un certain nombre de ces pays se sont retirés de la coalition. Des pays scandinaves se sont retirés, Norvège par exemple, des pays comme le Qatar, effectivement, se sont retirés aussi. Pourquoi? Parce qu'on alléguait qu'il y avait une faveur trop grande du côté de la mission de l'ONU en faveur d'Israël. On disait que les troupes américaines, que les troupes allemandes notamment, avaient une faveur sans aucune équivoque en faveur d'Israël. Et qu'on agissait ouvertement pour les intérêts israéliens. Et ça mettait un peu les gens mal à l'aise. Cette mission qui était censée être impartiale, neutre, était devenue assez rapidement instrumentalisée, disons-on, pour neutraliser le Hezbollah. Donc, cet accord n'a jamais été respecté, ni par Israël, ni par l'ONU, ni par le Hezbollah lui-même, qui a continué à fortifier des villages, qui a continué à lancer des attaques, qui a continué bien sûr, à s'armer et à s'équiper auprès de l'Iran. Ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. Alors que le sud du Liban, on est à peu près dans la même situation on était il y a 15 ans d'une manière, 20 ans même, en 2005, avant le conflit. Alors que le sud du Liban est contrôlé par le Hezbollah, que le Hezbollah représente une menace crédible et sérieuse pour la sécurité israélienne, que la proximité avec l'Iran est totale et entière, et que Israël se trouve forcé, d'une certaine manière, d'en revenir à une nouvelle campagne, soit offensive, soit défensive, comment vous voulez le voir, contre le Hezbollah. La situation a fait carrément un 360 degrés. On est revenu dans la même position, un grand cercle, où on est revenu au point de départ. Peut-être pourrait-on dire que changer le mandat de l'ONU pourrait aider. Certains ont suggéré déjà d'en venir avec un chapitre 7, de prendre cette force internationale de l'ONU pour mettre fin à cette escalade et empêcher Israël d'intervenir. Est-ce qu'on pourrait peut-être gruger l'os à la place d'Israël et envoyer une force internationale avec des dents, avec la capacité de faire quelque chose? Pour Israël, ça ne changera absolument rien. On dit que l'ONU, comme je le disais tout à l'heure, que l'ONU, ce n'est pas son pays, on ne se battra pas pour la cause israélienne, peu importe les billets en place, peu importe la structure de la force internationale. On nous dit également, bien sûr, ça il faut le comprendre, que ce n'est pas réaliste d'arriver à un changement de mandat et à une nouvelle mission de l'ONU à la faveur d'Israël, comme on l'a vu à l'issue du conflit en 2006, où toutes les conditions du cessez-le-feu allaient du côté d'Israël. En échange que tu retires tes troupes de chez moi, mais je te donne X, Y. Israël n'a fait aucune concession là-dedans, à part retirer ses troupes, ce qui était quand même le début, la base. C'est assez rudimentaire pour en venir à un accord de paix, à un cessez-le-feu. Et pourtant, ça avait été vraiment une concession, l'unique concession d'Israël qui a permis d'acheter tout le reste. Est-ce qu'on en vrai aujourd'hui avec un accord de la sorte? Est-ce que ce serait possible au Conseil de sécurité de l'ONU
Rappelons-nous du contexte de 2006. Où en est la Russie? Loin dans le rétroviseur. Où en est la Chine? Loin dans le rétroviseur. Et pourtant, ces deux États, déjà à l'époque, possèdent un vote et une place permanente sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors on comprend, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie poseraient un problème important pour un consensus au Conseil de sécurité qui serait aussi favorable à Israël. Probablement que et la Chine et la Russie militeraient en faveur d'un cessez-le-feu beaucoup plus équitable, d'une entente beaucoup plus équitable, d'une solution durable et potentiellement même, pour ne pas dire, bloqueraient des efforts dans l'autre direction, bloqueraient un accord qu'on estimait suffisant. Il ne faudrait pas se mettre la tête dans le sable vis-à-vis de l'obstructionnisme dont sont capables tant la Chine que la Russie, que tous les autres membres du Conseil de sécurité. Les membres permanents, bien sûr, ceux qui possèdent un droit de veto. C'est une des raisons pour laquelle le Conseil de sécurité est un peu caduque et pour laquelle on est capable de rien faire. C'est parce que, justement, dans ces États qui ont un droit de veto et qui peuvent tout bloquer. Alors, Israël est parfaitement conscient de tout ça aussi. On sait que la solution ne viendra pas partir de l'ONU. On sait que la force sur place au sud du Liban ne réglera pas le problème. Donc, pour beaucoup en Israël, et c'est un processus mental qui s'est passé au cours des 3, 4, 5 dernières années, on en vient à la conclusion qu'il y a seulement une option, il y a seulement un choix, et c'est de lancer une guerre contre les Hezbollah et d'aller cette fois jusqu'au bout, de ne pas accepter un cessez-le-feu à moins de conditions extrêmement avantageuses. La position israélienne là-dessus, bon, vous en penserez ce que vous voudrez, évidemment. Je ne suis pas là pour vous qualifier la moralité de la chose. Je suis là pour vous décrire la stratégie, l'esprit tactique derrière tout ça. Une chose est sûre, la guerre semble actuellement l'option la plus crédible et la plus désirable pour Israël, qui choisit en ce moment, disons-le, c'est de la géopolitique. C'est choisir entre l'intolérable et l'indésirable. Si la guerre avec le Liban n'est pas nécessairement une conclusion désirée par Israël, elle est rendue nécessaire par un certain nombre de circonstances et les alternatives, soit le statu quo, sont intolérables. Donc pour Israël, moi je m'attends, oui, à une escalade au cours des prochains jours, mes amis. Ma position là-dessus a considérablement évolué à mesure où le contexte politique aux États-Unis a changé. Et ça, vraiment, c'est un tremblement de terre qui est entièrement dû au retrait, au désistement de Joe Biden et à l'espèce de fuck show électoral auquel on assiste actuellement aux États-Unis. La seule raison qui explique mon changement de position, c'est le contexte aux États-Unis. À mesure où les Américains sont placés en marge, à mesure où toute la pression est tombée sur Netanyahou et on arrive avec toutes les autres conditions environnantes, soudainement, il y a comme une responsabilité pour Netanyahou de profiter de cette condition absolument exceptionnelle. Ce n'est pas une invitation à la moralité de la chose. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la bonne chose à faire au sens des valeurs. Mais je vous dis très certainement que si on est un général et qu'on wargame tout ça, qu'on en fait un exercice militaire, Israël n'a jamais été en aussi bonne position qu'actuellement. Et personne ne va intervenir pour arrêter Israël. Les accords d'Abraham ont déjà prouvé leur résilience. La Syrie n'est pas en position à priver avec sa propre guerre civile. La Russie est actuellement celle qui permet au gouvernement Assad de garder la tête hors de l'eau, on l'a mentionné tout à l'heure, et la Russie elle-même en a plein les bras en Ukraine. Israël se donne déjà un mal énorme pour éviter de frapper les troupes russes en Syrie. Énormément de troupes russes et d'influence russe en Syrie, des militants qui sont affiliés, mais aussi des troupes littéralement du Kremlin qui sont sur place. Et depuis le début de son implication en Syrie, du côté de la Russie, Israël fait tout son possible pour ne pas entrer en conflit direct avec la Russie. Israël fait son possible parce qu'elle sait, bien sûr, que la Russie a une influence considérable dans la région et que ni l'un ni l'autre a un intérêt à cette escalade. La Russie ne veut pas déclencher Israël et Israël ne veut pas déclencher la Russie. Cela étant dit, si la Russie est assez audacieuse pour briser le statu quo, si la Russie décide de frapper des troupes israéliennes, il ne faudrait pas se surprendre si la prudence israélienne prend la porte. Et si soudainement on se met à viser accidentellement, délibérément, des troupes russes situées en Syrie. Et ça, ce serait une escalade sérieuse. Alors donc, moi, ce que je vois pour le contexte actuel, c'est qu'Israël a vraiment une fenêtre d'opportunité devant elle
non seulement à la maison, mais à l'international. Le Hezbollah serait certainement un adversaire formidable, mais il faut dire que malgré son inventaire impressionnant à première vue de missiles, de soldats, d'alliés à travers le Hamas, à travers l'Iran, à travers l'Irak, la Syrie, la réalité, c'est que probablement que le groupe ne ferait pas long feu contre Israël. Si on regarde, par exemple, le fameux inventaire de missiles et de roquettes qu'on attribue au Hezbollah, un inventaire impressionnant à première vue de quelques 400 000 missiles et roquettes gigantesques. Mais ça, ce sont les prétentions du Hezbollah. Lorsqu'on fait une évaluation un peu plus approfondie, on constate qu'on parle plutôt de 120 à 200 000 roquettes, missiles de toutes sortes. De ce nombre, de 40 à 80 000 sont des roquettes à courte portée, sans système de guidage. 60 à 80 000 sont des roquettes ou des missiles à longue portée, toujours sans système de guidage. Les missiles à courte portée, au-dessus de 40 000, toujours sans système de guidage. Et finalement, on arrive avec de 150 à 400 missiles courte portée guidés. Alors, ce que je viens de vous dire ici à travers ce tableau, qui d'ailleurs nous a été fourni par CSIS, le Center for Strategic International Studies, des chiffres qu'on estime relativement crédibles, ce que ça nous démontre, c'est que des 120 à 200 000 missiles et ogives qui font partie de l'arsenal du Hezbollah, l'écrasante majorité, comme dans 99,99% des unités, sont non guidées. Ce sont donc des tirs essentiellement aléatoires, des balles de golf qu'on vise sans savoir à quelle distance ça va aller, sans savoir l'impact du vent, sans savoir où ça va finir, peut-être au milieu d'un champ, peut-être sur une voiture, peut-être dans un stationnement vide. Voilà la nature des munitions sans guidage. Alors ça est important de le comprendre. On nous parle du Hezbollah comme cette espèce de 150 000 missiles. Ouais, 149 500 balles de golf qu'on pourra lancer, certes, du côté israélien en se croisant les doigts et en touchant du bois, mais l'impact opérationnel et la capacité, disons, tactique derrière ça, elle est assez limitée. On ne contrôle pas ce qu'on frappe, on ne sait pas où, on sait à peine, si on frappe quelque chose. Alors là-dessus, je pense qu'il faut remettre en contexte, quand on entend ces chiffres de quelques 150 000 missiles, il faut dire que les Israéliens ont une extraordinaire capacité d'interception et de défense aérienne balistique. Les Israéliens sont en mesure, à travers l'Iron Dome, mais aussi à travers David Sling, à travers un certain nombre de systèmes de défense antimissiles, d'intercepter toute une variété d'ogives, qu'elles soient courte portée, longue portée, moyenne portée. Tout ça est interceptible par les systèmes israéliens, tout particulièrement les systèmes rudimentaires, les munitions rudimentaires, comme celle à laquelle a accès le Hezbollah. Des munitions qui ne peuvent pas éviter une tentative d'interception. Si on parle, par exemple, pour un missile de croisière, il est possible d'éviter, il est possible de manœuvrer, il est possible de programmer un itinéraire qui serait peut-être un peu imprévisible pour un missile d'interception. Ce n'est pas le cas pour toutes ces ogives à la disposition du Hezbollah. Alors, un peu de prudence quand on parle quand même de cette énorme menace militaire avec quelques 20 à 50 000 hommes. Des hommes semi-professionnels, la plupart amateurs, qui ont une expérience limitée, avec un équipement limité, avec une cohésion limitée, avec un leadership éclaté. Il faut quand même remettre en contexte l'avantage énorme dont dispose Israël dans un affrontement direct avec le Hezbollah. Et c'est la raison pour laquelle le Hezbollah ne veut rien savoir d'une guerre. Et c'est la raison pour laquelle on en parle justement à la revue de presse depuis le début. Le Hezbollah fait tout sauf chercher un conflit. Le Hezbollah, au contraire, tente de baisser la tension. Alors, là-dessus, ajoutons pour les États-Unis qu'en contexte électoral, ni Kamala Harris, ni Donald Trump n'ont quelque avantage que ce soit à se positionner contre Israël, même advenant
une guerre ou une intensification du conflit face au Liban et au Hezbollah. Le lobby israélien est extrêmement fort, le lobby juif est extrêmement fort. Ce n'est pas, écoutez, quelque chose de controversé, c'est très bien connu et documenté en politique américaine, particulièrement en politique présidentielle, dans des courses de cette envergure. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il n'y a aucune chance dans cette course présidentielle qu'un candidat ou un autre se place en antagonisme avec Israël, avec ses intérêts, ou qu'on aliène l'électorat, qu'on est en aliénation de l'électorat juif ou pro-Israël aux États-Unis. Impossible. Il faut donc s'attendre à ce que les États-Unis restent sur la marche de côté. En France, on vient sur un dossier qui a retenu l'attention de plusieurs cette semaine. Et certains d'entre vous m'ont parlé, Seigneur, vous avez des drôles de... Certains d'entre vous me demandaient mon opinion sur la cérémonie d'ouverture. Ça vous intéresse, pour vrai? Pas moi. Je vous jure, moi, ça m'intéresse vraiment pas, la cérémonie d'ouverture. Ce sont des faits divers. Et en passant, c'est quand même un bon truc pour les questions de manière générale. Les faits divers, les opinions. Essayez de tenir ça en dehors des questions. Mais quelqu'un me demandait tout à l'heure, donc, mon opinion sur les Jeux olympiques. Je n'en ai pas vraiment. On peut s'en tenir aux attaques contre le système ferroviaire. Je pense que ça, c'est pertinent. Ça a peut-être un peu de répercussions à l'échelle internationale. On sait que de grandes lignes ferroviaires françaises ont été victimes d'une opération de sabotage le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Certaines confusions, pour ne pas dire un chaos, qui s'en est pris donc dans les gares françaises et plus largement dans les médias, à mesure où on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'était produit, qui était le responsable, quel était le motif derrière tout ça. Beaucoup encore de flou, beaucoup d'ambiguïté, difficile de savoir exactement quel était l'objectif, comment ça a été fait. Un impact opérationnel, somme toute, limité, il faut le dire. En dehors du chaos, en dehors de la confusion à laquelle on a assisté, c'est surtout l'impact psychologique qui est considérable, à savoir le qui, le quoi, le comment, pourquoi surtout. Et il est toujours impossible d'y répondre en ce moment. Ça, c'est un impact qui est considérable. Alors que les Français sont exposés d'une certaine manière à leur propre vulnérabilité. C'était clairement une opération coordonnée, motivée et organisée par des gens qui savaient qu'est-ce qu'ils faisaient? Quel serait l'impact sur le réseau? À quel endroit frapper? Et donc, comment était composée, si on veut, l'architecture ferroviaire française? Il y avait un certain niveau d'expertise là-dessus qu'on attribue donc soit des experts ou soit un groupe extrêmement bien organisé, ce qui nous amène naturellement à regarder soit vers des opposants d'extrême gauche, des gens qui voudraient vraiment s'opposer rien qu'à la tenue des Jeux olympiques comme un événement répréhensible, ou encore des opposants de l'État français, que ce soit des islamistes, que ce soit carrément la Russie elle-même, un acteur étatique, ou l'Iran. Ce sont les suspects qui ont été nommés jusqu'ici. L'Iran, la Russie, des groupes de gauche, des groupes terroristes, islamistes. Une chose est sûre, à mon avis, la Russie semble la candidate la plus crédible. D'abord, elle est exclue des Jeux olympiques en tant que nation. On connaît la situation en Ukraine, où la France a un certain niveau d'implication, qui en passant, on ne paie pas très cher du côté français jusqu'ici. La Russie aurait des motifs pour une opération de la sorte. Et si on nous dit qu'il est possible que ce soit un groupe de gauche ou une protestation quelconque, pour moi, ça semble ridicule et presque absurde. Parce que la nature d'un geste revendicateur, d'un geste de protestation politique, on l'aurait revendiqué. Ça aurait pris 5 minutes et on aurait revendiqué cette attaque-là, ce sabotage. On aurait dit « c'est nous » et voilà les raisons pour lesquelles on l'a fait. Si c'était un geste politique, la dernière chose qu'on aurait fait, c'est y aller avec une opération de la sorte et aller se cacher ensuite sans le revendiquer. C'est pas l'attribut du tout d'un geste de protestation politique, loin de là. C'est l'attribut d'une opération de sabotage étatique avec l'intention de perturber, de lancer un signal, un message. Alors donc, à mon sens, la Russie semble la candidate la plus crédible. Il est vrai que de manière générale, les États-Unis ont subi des contre-coups de leur implication en Ukraine à travers un certain nombre de cyberattaques et d'opérations de perturbation, mais la France et l'Allemagne ne paient vraiment pas très cher.
Si la France et l'Allemagne sont à peu près les leaders de l'implication européenne en Ukraine, les deux ont été relativement épargnés par les opérations de sabotage et les opérations de déstabilisation en provenance des services secrets et des renseignements russes. On a relevé un certain nombre d'opérations déjà en France. Des Russes, un Russe particulièrement, a été arrêté en connexion avec des tentatives de déstabiliser les Jeux olympiques. Alors donc, on a un certain nombre d'indications et de motifs qui nous permettraient de penser que la Russie pourrait être motivée à agir contre la France, particulièrement alors que l'Allemagne se retire. On en parlait la semaine dernière, alors que l'Allemagne commence à réduire son financement à l'Ukraine et que les États-Unis vacillent dans leur appui à travers la possible arrivée de Donald Trump, mais même plus largement à travers le blocage presque systématique du financement au Sénat américain. La France émerge graduellement, mais certainement, comme une leader de la défense ukrainienne, pour ne pas dire la leader de la défense ukrainienne, le corps arrière de la défense ukrainienne, celle qui bientôt va se retrouver à organiser la réaction européenne, l'approvisionnement en munitions et plus largement, si on veut, le processus de négociation également avec la Russie. Aucun doute que la France va jouer un rôle important dans tout ça. Maintenant, la Russie aurait donc un certain intérêt, si on veut, à lancer un signal à la France comme quoi son implication en Ukraine n'est pas sans conséquences et qu'il y aura des réponses proportionnelles. En passant, lancez-moi des tomates, mais on sait que la Russie a été elle-même touchée par des opérations de sabotage ces derniers mois, des infrastructures stratégiques critiques qui ont été touchées, notamment le pont de Kerch, des raffineries, les usines d'armement, les chemins de fer. Est-ce qu'on sait tout? Est-ce que c'était fair game et proportionnel dans le contexte de cet échange un peu clandestin entre la Russie et la France? Il est tout à fait possible et réaliste que la France est impliquée dans un certain nombre de trucs pas très catholiques en Ukraine ou en Russie elle-même, par des opérations de sabotage, par des équipes d'action directe, et que la Russie en vient avec une réponse qu'elle estime proportionnelle. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le cas, mais je vous invite à douter de tout ce que dit le gouvernement français actuellement, parce qu'il n'est pas dans son intérêt de discuter de cette question. Il n'est pas dans son intérêt, bien sûr, de détourner l'attention des Jeux olympiques vers toute cette question et de projeter une certaine vulnérabilité, disons-le. Une certaine vulnérabilité, une certaine confusion, un certain amateurisme aussi de la part des services de renseignement français, des questions sérieuses qui doivent être posées à savoir comment ça peut se produire. Alors donc, le gouvernement français en ce moment qui regarde dans l'autre direction et qui ne veut pas trop pointer le doigt vers la Russie parce que ça invite à une réponse, ça invite à des explications et ça pose des questions extrêmement sérieuses et pour pas dire apeurantes quant à l'état de la sécurité à l'intérieur même de la France. C'est un épisode hautement embarrassant pour le renseignement français. Ça indique qu'il y aurait des cellules dormantes d'action directe à l'intérieur de la France et que ces cellules n'attendent seulement que le signal pour être activé et que d'autant plus elles ont la capacité d'être opérationnelles et efficaces, de sérieusement perturber les activités, qu'elles soient économiques ou sportives, à l'intérieur de la France. Donc, politiquement, le message derrière ça il est assez puissant. Et les Français, au niveau sécuritaire, ont quand même des questions à se poser, à savoir comment est-ce que ces cellules d'action directe ont-elles pu être introduites d'abord à l'intérieur de la France? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas au courant de leur existence? Comment on n'a pas décelé leurs activités? Comment est-ce qu'ils ont pu planifier une opération aussi coordonnée sans jamais avoir été gênés par les services secrets français, par le renseignement français et ne jamais avoir été captés dans le processus? Ce sont des questions qui doivent être répondues. Et donc, c'est pourquoi je vous le dis, ne prenez rien de ce que dit le gouvernement français pour du cash en ce moment. Le gouvernement français a tout intérêt à parler d'autre chose et à regarder dans la direction des groupes extrémistes et à remettre l'enquête à plus tard, le temps que les Jeux se terminent. On ne veut pas détourner l'attention des Jeux, c'est un événement éminemment positif. Il y a une couverture positive pour la France est mise en valeur, il y a des belles images de Paris. On ne veut surtout pas avoir cette espèce de bruit de fond tout le long des Jeux olympiques quant à savoir qu'est-ce qui s'est passé, l'espèce de crise politique et sécuritaire qui viendrait avec, alors qu'on attend une réponse, des explications et aussi une justification en provenant de la Russie. Tout ça pour dire, on a un motif assez facile à comprendre pour la Russie. Vous voyez l'impact que ça aurait pu avoir. La France aurait très bien pu répondre en pointant tout de suite le doigt vers la Russie. Ça aurait été un réflexe
compréhensible. Et la France a fait la bonne chose en ne le faisant pas. A fait la bonne chose en jouant à l'innocent, en jouant au naïf, au cupide. Quoi? Qui? On ne sait pas qui ça pourrait être. Peut-être des gauchistes qui ont voulu poser un geste sans le revendiquer. La France tente d'une certaine manière de préserver la sancticité des Jeux olympiques et son propre nom, son honneur, garder la face. Alors que ce que voulait faire la Russie, c'est que la France la perde. On voulait justement perturber les Jeux olympiques avec un épisode embarrassant qui aurait amené un peu de confusion et de déception envers l'état de l'organisation et l'amateurisme dans lequel ça s'est passé. Le message aurait été entièrement détourné sur « mais comment ça a pu se produire ?» Alors, les Français jusqu'ici réagissent bien. Ne vous surprenez pas s'ils ne nous donnent pas toute l'information. Si j'étais le gouvernement français, j'en garderais beaucoup pour moi aussi jusqu'à après les Jeux. Et actuellement, ce qui terrifie beaucoup les forces de sécurité françaises d'ailleurs, et ça c'est un point qui est tout à fait valide. On nous dit que les forces de sécurité françaises et que la communauté du renseignement en général sont extrêmement inquiets qu'il y aurait potentiellement eu de l'assistance à l'intérieur du système ferroviaire français. Qu'il y aurait donc des employés de la SNCF qui auraient travaillé au bénéfice des saboteurs, en l'occurrence présumés de la Russie. Si c'est le cas, ça suggère qu'il y a une vulnérabilité encore plus importante à l'intérieur du système. Si ce n'est pas le cas, c'est un témoignage en faveur de à quel point c'est rudimentaire comme attaque, ce qu'a fait la Russie. C'était pas une attaque, c'était pas une cyberattaque contre l'infrastructure logicielle du système ferroviaire ou des Jeux olympiques. C'était une attaque physique contre l'infrastructure physique. Attaque très rudimentaire où on a vraiment visé un élément qu'on identifiait comme crucial et on l'a attaqué en s'exposant, disons-le. C'est pourquoi je veux dire rudimentaire, c'est que l'exposition avec laquelle ça a été fait, c'est incroyable. Il a fallu qu'on envoie littéralement des agents physiquement sur place à la vue des caméras, à la vue de n'importe quelle équipe de sécurité, avec des risques d'arrestation, d'extradition, de procès subséquents qui auraient été un embarras total. Et on a pris ce risque-là quand même à plusieurs endroits simultanément. Il y a quelque chose d'embarrassant un peu là-dessus pour la France. Une attaque très rudimentaire et comme je vous le dis, c'est gênant. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Le gouvernement français n'a certainement pas d'intérêt à discuter de tout ça présentement. On ne nous dit pas tout ce qu'on sait. On veut projeter la force, la confiance, pas la faiblesse et l'amateurisme. Un dossier, avant qu'on se laisse, ça fait déjà 1h22 minutes, presque 1h20 qu'on est ensemble. La Russie qui demande des explications aux États-Unis. Un épisode pour le moins curieux, pour ne pas dire étrange, qui s'est produit au cours des derniers jours. Je vous lis un extrait du New York Times. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a reçu une demande inhabituelle de la part d'un interlocuteur improbable. Son homologue russe voulait parler. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, M. Austin ne parlait au téléphone avec le ministre russe de la Défense que 5 autres fois, presque toujours à l'initiative du Pentagone et souvent dans le but d'éviter des erreurs de calcul qui pourraient aggraver le conflit. Le 12 juillet, M. Belousov a appelé pour transmettre un avertissement. Selon 2 responsables américains et un autre responsable affirmé de l'appel, les Russes ont détecté une opération secrète ukrainienne en préparation contre la Russie qui, selon eux, avait la bénédiction des Américains. Le Pentagone était-il au courant du complot? Demande M. Belousov à M. Austin, et de son potentiel à faire monter les tensions entre Moscou et Washington? Les responsables du Pentagone ont été surpris par ces allégations et n'étaient pas au courant d'un tel complot, ont déclaré les 2 responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour discuter de cet appel téléphonique confidentiel. Mais quelles que soient les révélations de M. Belousov, les 3 responsables ont déclaré que ça avait été pris suffisamment au sérieux pour que les Américains contactent les Ukrainiens en leur disant, essentiellement, que s'ils envisagent de faire quelque chose comme ça, de ne pas le faire. Malgré la forte dépendance de l'Ukraine vis-à-vis des États-Unis en termes de soutien militaire, de renseignement et de diplomatie, les responsables ukrainiens ne sont pas toujours transparents avec leurs homologues américains au sujet de leurs opérations militaires, en particulier celles qu'ont des cibles russes derrière les lignes ennemies. Ces opérations frustrent les responsables américains qui estiment qu'ils n'ont pas amélioré de manière mesurable la position de l'Ukraine sur le champ de bataille, mais qu'elle risque de s'aliéner les alliés européens et d'élargir la guerre.
Ce rare aperçu des coulisses d'un appel téléphonique sensible entre ministres de la Défense montre à quel point les conversations privées entre responsables américains et russes sont souvent bien plus riches que ce qui est révélé au public, et comment les États-Unis et la Russie tentent de gérer les risques d'escalade en coulisses. Environ 4 jours plus tard, les responsables de la défense américaine ont relevé le niveau d'alerte de sécurité dans les bases militaires en Europe, en réponse à de vagues menaces du Kremlin concernant l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée sur le territoire russe. Alors, longue histoire courte, les Russes sont entrés en contact avec les États-Unis dans une communication exceptionnelle qui a très rarement lieu, qui est normalement utilisée pour faire de la déconfliction, donc pour de la désescalade. Les Russes sont entrés en contact avec les États-Unis de manière urgente, en exposant un complot qu'on estimait assez dangereux et assez explosif que ça aurait mené à une escalade garantie du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Assez qu'on a cru bon de demander aux États-Unis « C'est quoi cette histoire-là? Êtes-vous sérieux, là? Vous avez, ça va causer une... Vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train de créer. » Et les Américains, recevant cette information, ils ont dit « Non, on n'était pas au courant de ça du tout. Vous avez raison, c'est complètement fou. On va appeler les Ukrainiens immédiatement. On ne sait pas, on n'a pas entendu parler de ça, mais on va aussi bien s'en assurer. » Et les Américains, donc, de communiquer avec leurs homologues ukrainiens du ministère de la Défense pour leur dire « Hey, je ne sais pas si c'est sérieux, mais là, on vient de parler avec la Russie. Faites pas ça, là. Faites pas ça, là. On vous suivra pas. » Qu'est-ce que le « ça » en question? Impossible de savoir. On sait que ça a mobilisé une réaction autant au Kremlin qu'à l'intérieur de la Maison-Blanche, au Pentagone, qu'au ministère de la Défense russe et à l'intérieur de l'Ukraine, où tout le monde a été obligé de se remettre sur la même heure en disant oui, « Attendez, faire quoi? Non, on ne fera jamais ça, franchement. OK, on est tous d'accord que c'est pas une piste à poursuivre. » Est-ce que les Ukrainiens ont dû être convaincus? Impossible de savoir. Ou contraints? Est-ce que les Ukrainiens parfois se fient sur le fait que devant la politique du fait accompli, les Américains n'auraient pas eu le choix de se taire? C'est possible. Et il est arrivé, comme on le mentionne ici dans cet article, à quelques occasions que les Ukrainiens ont mené des opérations sans informer leurs homologues américains parce qu'ils savaient qu'une opération de la sorte n'aurait pas nécessairement été sanctionnée, n'aurait pas été approuvée par les Américains. Alors, est-ce que les Ukrainiens planifiaient quelque chose et de quelle nature? Est-ce qu'il est question d'une attaque en Crimée? Une attaque massive? Est-ce qu'il est question d'une tentative d'assassinat contre Poutine, contre un membre du cabinet en Russie, ministre de la Défense? Quelque chose d'assez majeur, clairement. L'utilisation d'une bombe sale, dirty bomb, comme on utilise en jargon, difficile à dire. Tous ces points qu'on vient de soulever, attaque en Crimée, tentative d'assassinat, bombe sale, tout ça, ça a été soulevé en coulisses par les Ukrainiens, flotté comme des idées potentielles, à savoir, d'abord, il y a eu un certain nombre de complots contre Zelensky lui-même, qu'on attribue souvent à la Russie, au service de renseignement de la Russie. Est-ce que l'Ukraine a estimé qu'il serait fair game, qu'il serait acceptable et équitable et proportionnel que de tuer Vladimir Poutine? On ne sait pas. On sait que les moyens ukrainiens, en passant pour frapper à l'intérieur de la Russie, sont de plus en plus étonnants. Cette semaine, d'ailleurs, des drones en provenance de l'Ukraine, on présume en provenance de l'Ukraine, puisque l'attaque a été réclamée par les Ukrainiens. Maintenant, de quel endroit ont-ils décollé? Je vous laisserai avoir du plaisir avec une carte. Des drones ukrainiens auraient parcouru une distance de quelques 2000 km pour aller frapper la base arctique de Olenia, complètement dans le nord de la Russie, juste à côté des pays scandinaves, Norvège, Finlande, etc. Et cette base, normalement, aurait dû être à l'extérieur de la portée des systèmes de l'Ukraine, attaquée à quelques 2000 km de la frontière ukrainienne en survolant un nombre de pays supposément neutres, ou du moins pas impliqués directement dans le conflit. Ça pose un certain nombre de questions, mais surtout, ça ouvre la porte à des attaques ailleurs. 2000 km de profond en Russie. Est-ce qu'on pourrait viser justement un convoi? Est-ce qu'on pourrait viser des installations présidentielles? Est-ce qu'on pourrait viser
un appartement privé d'un membre du cabinet? Il y a tellement de possibilités à partir du moment où on peut frapper quelques 2000 kilomètres à l'intérieur. C'est une habileté qui est complètement inédite pour l'armée ukrainienne. Et c'est pourquoi ça fait les manchettes d'ailleurs cette semaine, alors qu'on se demande mais comment est-ce seulement possible? Avec quel genre d'équipement les Ukrainiens ont pu mener une opération de la sorte et qui l'a sanctionné justement et comment logistiquement on a pu frapper jusqu'aussi profondément en Arctique et sortir, évader si on veut les systèmes de défense aérienne de la Russie? Des questions tout à fait valides. On n'a pas la réponse. Donc, que s'est-il passé? La Russie a demandé cette semaine des explications aux États-Unis quant à ce complot allégué. On ne sait pas de quelle nature, mais à suivre de très près. Il semble y avoir eu un close call. Enfin, dernier dossier avant les questions du public. Il sera question de l'élection présidentielle américaine. Vous le devinerez, je sais que certains d'entre vous veulent qu'on en parle moins. Monsieur Joannette nous mentionnait tout à l'heure qu'il aimerait qu'on fasse une revue de presse dédiée pour la politique présidentielle américaine et qu'on traite le reste dans une autre revue de presse à part. Nous dit-on on exagère la couverture sur la présidentielle américaine et qu'il faudrait slacker au bénéfice de l'Ukraine. Je vous avoue, là-dessus, je trouve dur à suivre. Moi, j'ai l'impression que l'Ukraine, on en parle tellement souvent. Il n'y a aucun développement en dehors de ce qu'on a traité tout à l'heure. Il n'y a absolument aucun nouveau développement. Il n'y a rien il n'y a pas de progrès sur le front. Il n'y a pas de changement dans les paramètres majeurs. Mais on nous invite à parler de l'Ukraine et moins des États-Unis, alors qu'on est à 100 jours de la présidentielle, alors qu'on a eu, oui, les 2 dernières revues de presse, on a traité, je pense, l'élection présidentielle pendant au moins 30-40 minutes durant chacune des revues de presse. Mais écoutez, on a un candidat qui a été atteint par balle dans une tentative d'assassinat et on en a un autre, un président en fonction, qui s'est désisté de la course après, disons-le, des événements assez spectaculaires. Donc, surtout quand on vient d'exposer les impacts énormes qu'ont les développements dans la course présidentielle américaine sur la conduite de la politique étrangère, spécifiquement au Moyen-Orient, sur la question israélo-palestinienne, sur la pression qui est mise sur Netanyahou, quand on sait les impacts internationaux de cette course immédiate. Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, dans le cadre de notre mandat de politique internationale, de traiter de la course présidentielle américaine, la première puissance mondiale. Permettez-moi donc, s'il vous plaît, oui, d'accorder de l'importance ici. Et je trouve qu'on parle beaucoup d'Ukraine. Donc, je trouve un peu ironique quand on dit « slacker la couverture présidentielle, concentrez-vous sur l'Ukraine ». Pour moi, c'est complètement contre-intuitif. Si les segments sur l'élection présidentielle vous plaisent moins, écoutez, les revues de presse sont assez longues. On peut passer des segments. Passer le segment, on peut parler d'Iran, aller traiter du Moyen-Orient, on peut traiter écoutez, il y a quelques secondes, on se parlait d'un dossier avec la Russie, des explications qu'on voulait aux États-Unis. Il y a d'autres dossiers dans la revue de presse. Si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, essayez pas de le défendre aux autres. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. D'ailleurs, l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, on apprend à réduire l'avance de Donald Trump dans les sondages. Réduit parce qu'on sait que Donald Trump détenait toujours une avance de quelques 6 points dans la course présidentielle avant le désistement de Joe Biden, et ce, même dans des courses hypothétiques contre Kamala Harris. Aujourd'hui, après une semaine extrêmement mouvementée, après un certain nombre d'appuis démocrates, de ténors démocrates, incluant Barack Obama, qui se sont rangés derrière Kamala Harris, l'écart a été considérablement réduit, alors que Trump devance maintenant Kamala Harris de seulement 2 points à l'échelle nationale, donc à l'intérieur de la marge d'erreur statistique. On peut donc parler, à toute fin pratique, d'une égalité entre Trump et Harris. Une majorité d'électeurs, nous dit-on, 51%, approuvent le travail effectué par Trump en tant que président. Certaine nostalgie là-dessus. L'approbation de Donald Trump augmente à mesure où son mandat est plus loin dans le passé. Alors qu'une majorité d'électeurs, 50%, désapprouvent le travail effectué par Kamala Harris en tant que vice-président. Donc là-dessus, les Américains sont très divisés et on a 2 candidats qui suscitent quand même une certaine polarisation dans l'électorat américain. Difficile à comprendre pour Kamala Harris, qui n'a jamais vraiment eu de mandat politique ou de controverse ou de grosses gaffes, mais il y a vraiment une impopularité qui est difficile à surmonter et qui semble
caractérisé sa candidature jusqu'ici. Certainement une campagne de lune de miel, une campagne de charme qui est actuellement en train d'être déployée par un certain nombre de médias et par les démocrates eux-mêmes fait son effet. On sent que Kamala Harris joue d'une certaine lune de miel, autant dans les sondages que plus largement sur la scène médiatique. Trump avait une avance de 6 points sur le président Biden. L'establishment démocrate s'est donc entièrement rallié derrière Kamala Harris devant l'urgence de le faire, disons-le. On aurait probablement préféré avoir une primaire contestée. Or, il est trop tard pour offrir une candidature inconnue à ce point-ci de la course. On a besoin de quelqu'un qui a un certain niveau de notoriété, dont le visage est connu, et Kamala Harris est donc la seule option réaliste. Elle a l'argent du parti à son nom à travers justement le comité Harris-Biden dont elle faisait partie en tant que vice-présidente. Elle a accès aux ressources, accès aux délégués à travers des mécanismes un peu moins officiels, plus officieux, mais il est possible pour elle donc de conserver l'appui qui était à Joe Biden. Et plus largement, comme je vous le dis, c'est la question de la notoriété, alors que c'est à peu près la seule candidate actuellement qui est connue du public américain, même s'il est connu pour des raisons négatives, même si elle n'est pas appréciée et de manière générale, on désapprouve son travail, il y a quand même une marge pour les démocrates d'aller faire des gains qui n'étaient pas possibles sous Joe Biden. Alors donc, est-ce qu'on aurait voulu une autre alternative? Oui, mais on a parlé déjà de tout ça dans la dernière revue de presse. On n'a pas d'autres candidats cultivés, personne n'est prêt, et ceux qui le sont pour 2028 ou 2032. Alors donc, il y a vraiment cette espèce d'absence d'alternative à l'intérieur du Parti démocrate qui force les démocrates à se ranger sans équivoque derrière Harris. Plus de 200 millions de dollars ont été récoltés en seulement une semaine pour Kamala Harris. C'est une somme astronomique qui relève possiblement du record en politique présidentielle américaine. On sait que les fonds démocrates avaient été largement gelés à l'égard de la campagne de Joe Biden, alors que les donneurs étaient profondément inconfortables et dans un malaise vis-à-vis de sa candidature. On savait que ça s'en allait nulle part et ils s'accrochaient au pouvoir. À partir du moment où Kamala Harris est arrivée dans la posture de présumée nominée démocrate, immédiatement, les vannes se sont ouvertes et quelques 200 millions de dollars ont été récoltés en une semaine. Et rapidement, en se positionnant derrière Harris, les démocrates viennent d'une certaine manière d'éviter une primaire contestée. On en a parlé dans les dernières semaines. On imaginait la possibilité de plusieurs candidats qui se présenteraient et qui amèneraient un certain dynamisme, une certaine énergie, une attention favorable dans les médias pour les démocrates, alors que ça aurait été vraiment l'histoire nationale pendant plusieurs semaines de déterminer qui était ce candidat à la présidence et aussi à la vice-présidence. On aurait eu vraiment quelque chose de très positif, croyait-on, du côté du Parti démocrate, assez que Nancy Pelosi appelait ouvertement une convention ouverte, jusqu'à ce que la réalité s'installe. Lorsque Joe Biden a quitté, on a compris qu'il y avait un certain engouement au Parti démocrate pour une primaire contestée, mais que ça échapperait au contrôle de l'establishment. Ça échapperait complètement au contrôle de ceux qui ont maintenu Biden au pouvoir, qui l'ont ensuite retiré et qui voulaient Kamala Harris. Il y avait une sérieuse possibilité qu'un candidat à la Bernie Sanders se présente et qu'il sabote les plans du Parti démocrate. Kamala Harris aurait tout à fait pu sortir perdante d'une primaire contestée. Parce que, comme je vous le dis, ça aurait été d'une certaine manière chaotique. On aurait manqué d'organisation et beaucoup de candidats du champ gauche, du champ droit, ça arrivait un peu de nulle part. Avec la capacité très crédible de compétitionner contre une candidate qui n'a pas eu plus de temps pour se préparer. Donc, les démocrates, je crois, ont senti la nécessité pour protéger la candidature de Kamala Harris aussi. On s'entend qu'il y aurait eu, même si Kamala Harris sortait gagnante d'une convention ouverte, même si Kamala Harris sortait avec une certaine légitimité après une convention de la sorte, après avoir été élue en bonne et due forme, il y avait un risque énorme d'endommager Kamala Harris à travers le processus de primaire, à travers des attaques, des remises en doute de sa compétence, de sa viabilité politique pour l'électorat américain. Plusieurs auraient parlé en langage codé, comme quoi les démocrates peuvent faire mieux et blablabla. Alors, au lieu de rassembler, d'unifier le parti, il y avait des chances très sérieuses qu'une convention ouverte divise et fracture le parti encore plus, ce que les démocrates ne peuvent absolument pas tolérer. Alors, Harris, qui émerge donc comme la candidate la plus crédible à la vice-présidence, est probablement la seule, en fait, pour le Parti démocrate. Ce n'est pas encore confirmé, disons-le. Les démocrates font tout pour vous faire croire que c'est déjà fait, que c'est déjà réglé, que la nomination est réglée. C'est pas le cas. Kamala Harris est encore la présumée
candidate à la présidence pour le Parti démocrate. On ne lui a pas encore donné ce titre de manière officielle. D'ailleurs, elle doit encore choisir un ou une candidate à la vice-présidence. Je devrais dire un candidat à la vice-présidence parce que déjà, les démocrates signalent très fort qu'ils aimeraient avoir un homme pour équilibrer le ticket. On glisse dans les coulisses que peut-être que l'Amérique n'est pas nécessairement prête à avoir un ticket entièrement féminin, donc d'avoir 2 femmes pour la présidence et la vice-présidence. C'est pas mon opinion, c'est ce qui circule actuellement du côté des démocrates. On nous parle donc de 2 options en particulier, à mon avis, qui sont crédibles. Mark Kelly est une option réaliste. Sénateur de l'Arizona, donnerait une crédibilité sur la frontière, sur l'immigration, une crédibilité qu'actuellement Kamala Harris a peut-être plus de difficultés à invoquer. Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, un État absolument critique pour les démocrates. On a besoin, si ce n'est pas nécessairement de gagner la Pennsylvanie, on ne peut pas se permettre de le perdre. C'est surtout ça la question. Et d'ailleurs, je vous montre la carte électorale à l'écran actuellement. Vous pouvez l'observer que parmi les États, si on part de l'état actuel des sondages, bien sûr, la carte peut toujours changer, les choses peuvent évoluer, rien n'est coulé dans le béton, mais vous voyez que les démocrates partent avec un certain retard à 226 délégués présumés contre quelques 251 délégués présumés pour les républicains. Rappelle qu'il en faut 270 pour gagner au collège électoral. Donc, ces 270 délégués sont presque acquis du côté républicain. Tout ce qui nous manque, c'est la Pennsylvanie. Si on obtient la Pennsylvanie et rien d'autre, on gagne. Si on obtient la Pennsylvanie et le Michigan, on gagne. Pennsylvanie, Wisconsin, on gagne. Si on obtient n'importe quelle autre combinaison, on peut se passer de la Pennsylvanie. Mais les démocrates, eux, de leur côté, faites le calcul. À partir de 2,26, selon l'état actuel de la carte électorale, on ne peut absolument rien perdre. Pas un. Tous les États que vous voyez actuellement pivots, tous les États dans une teinte de beige, doivent être conquis par les démocrates, sans équivoque. Alors, vous voyez que le chemin, le sentier, la route vers la présidence pour ce qui est des démocrates est beaucoup plus étroite que les républicains, qui peuvent se permettre de perdre n'importe quel État, d'une certaine manière. Il y a plusieurs combinaisons qui leur permettent toujours d'atteindre la Maison-Blanche. Donald Trump pourrait s'en tenir seulement à la Pennsylvanie et gagner. Alors, c'est très invitant pour les démocrates d'aller chercher un gouverneur, devrais-je dire, de Pennsylvanie, en la personne de Josh Shapiro, qui pourrait rendre instantanément les démocrates compétitifs et même potentiellement les gagnants en Pennsylvanie. Ça ne veut pas dire que les démocrates vont gagner parce qu'ils gagnent la Pennsylvanie, comme je vous dis. Ils font juste un peu compliquer le chemin de la présidence pour les républicains. Ils enlèvent une des cartes qui rendait possible et ils en récupèrent une de celles qui est nécessaire pour leur camp d'atteindre la présidence. Si ce n'est pas de Pennsylvanie, de la combinaison de tous les autres États, les démocrates n'ont aucune chance. Alors, la marge de manœuvre pour les démocrates est extrêmement mince dans ce cycle électoral. L'avantage de la carte électorale est décidément, et du collège électoral est décidément du côté républicain. Et disons-le, ce n'est pas nouveau non plus en passant. On se souvient de l'élection de 2016 où Trump a obtenu, si je me souviens bien, Clinton, a obtenu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Hillary Clinton, en 2016. Et Trump a gagné le collège électoral quand même. Donc, il est important de comprendre aussi que la répartition de l'électorat dépasse le simple 50-50. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a des sondages nationaux qui nous donnent une égalité qu'on a un portrait électoral au niveau de la carte qui est à 50-50. Actuellement, les républicains ont un énorme avantage et on peut présumer qu'à moins d'une erreur majeure, Trump se retrouvera à la présidence. Cela étant dit, malgré l'état de la carte électorale, malgré l'état de la course elle-même, malgré l'enthousiasme qui est suscité aussi du côté républicain après la tentative d'assassinat, après le désistement de Biden, on a vu une certaine énergie. En ce moment, les républicains ont complètement perdu le momentum acquis durant les dernières semaines. Pendant un certain temps, on voyait que clairement les démocrates étaient sur
sur la défensive. C'est maintenant l'inverse. Avec la nomination ou plutôt la quasi-nomination de Kamala Harris, avec l'émergence de nouveaux choix à la vice-présidence, avec un parti démocrate qui retrouve une certaine énergie et un certain nombre d'erreurs du côté des républicains au cours de la dernière semaine, les démocrates ont vraiment pris le momentum dans la course. Les républicains actuellement cherchent comment s'attaquer à Kamala Harris, mais il y a très peu de substance. Rien ne colle. Harris a été tellement passive durant son mandat. N'a pas vraiment eu de controverse, on ne lui a pas donné de responsabilité, que ce soit politique intérieure, politique étrangère, immigration, santé, éducation, ce que vous voulez. On ne lui a pas donné de mandat. Alors donc, il est très difficile de définir Kamala Harris politiquement, surtout quand on considère son historique. Kamala Harris qui était rejetée d'emblée par les démocrates de gauche parce qu'on la disait trop à droite. Et à l'inverse, vous avez un certain nombre de républicains qui essaient de présenter Kamala Harris comme une espèce de radicale de gauche parce qu'elle vient de Californie. Alors donc, le discours envers Kamala Harris n'est pas encore complètement aligné du côté des républicains. On ne sait pas trop encore si on doit l'accuser d'être une facilitatrice du régime Biden, si on doit l'accuser d'être une espèce de fausse démocrate qui est rejetée par son propre parti, ou si on doit au contraire la présenter comme la gauche radicale. Les démocrates eux-mêmes ne sont pas d'accord sur comment définir Kamala Harris qui, au point où on est dans la course, peut jouir de la situation. Parce qu'il est libre à elle encore de définir, de choisir comment les Américains la verront. Sur la politique étrangère, sur la politique intérieure, sur l'immigration, sur les questions vis-à-vis d'Israël, sur les questions de tout ça. Kamala Harris n'est pas encore placée dans une boîte et ça peut être un avantage au niveau politique. Il y a vraiment une possibilité pour elle de surfer sur l'ambiguïté jusqu'à la Maison-Blanche. C'est une vraie possibilité, à moins que les républicains réussissent à la définir pour elle, à trouver comment on la décrit aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a vraiment rien qui colle et donc on s'attend à ce qu'on continue de chercher de nouvelles attaques, qu'on continue à faire de la recherche d'opposition pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait peut-être coller et faire une bonne campagne publicitaire négative. Pour le moment, Kamala Harris semble assez téflon comme candidate. Alors, pour terminer, les questions du public, quelques questions qui, je crois, valaient la peine d'être adressées. Je vous donne quelques directives là, avec beaucoup d'amour pour ce qui est de poser une bonne question. Une bonne question ne doit surtout pas être une opinion. Certains d'entre vous, j'observe, veulent seulement entendre ma voix répéter votre opinion à voix haute. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Ça ne m'intéresse pas de commenter votre opinion, vos présuppositions. Il y en a beaucoup qui inscrivent des observations très discutables et contestables comme des prémices de la question. Vous comprenez qu'on ne traitera pas de ça. Ce n'est pas mon objectif. Si vous posez une question qui ne concerne pas un enjeu local, qui ne concerne pas la politique intérieure, la politique partisane, ça n'intéresse pas grand monde. Si vous posez une question qui ne concerne pas un fait divers et qui n'est pas basée sur la mauvaise foi, il y a vraiment des bonnes chances qu'on la traite durant ce segment à la fin de l'émission parce que 70% des questions correspondent à un de ces critères. C'est une question locale, c'est une question de fait divers, c'est une question de mauvaise foi, c'est une question d'opinion. Il y en a beaucoup là, qui relèvent de ça. Donc, de manière générale, si vous voulez qu'on le traite en fin d'émission, essayez de vous en tenir à ces directives très importantes. Drose 4 nous demande quel pourrait être l'impact de l'élection de Trump sur les relations États-Unis-Europe. En voilà une très bonne qui nous concerne absolument et qui a des implications pour tout le monde. C'est dur à dire, je crois. D'abord, l'éléphant dans la pièce, il faut le mentionner, on a tendance à l'oublier. Biden a détruit Nord Stream. C'est pas Trump. Biden est loin d'être un grand allié des intérêts européens, est loin d'être un amoureux de l'Europe lui-même. Les politiques étrangères d'isolationnisme, de protectionnisme, de rétraction de certaines mesures du libre-échangisme, tout ça, ça s'est vu au cours des dernières années sous Joe Biden. On a poursuivi la politique étrangère de Donald Trump, essentiellement selon les mêmes paramètres, les mêmes codes, en réécrivant et en réorthographiant certaines mesures. C'est vraiment essentiellement la même chose. Alors donc, à mon avis, more of the same, ce sera probablement très similaire, surtout, comme je vous le dis, quand on sait que Biden a détruit Nord Stream, que ce n'est pas tout à fait un allié de l'Europe. On peut s'attendre, en passant, à une fin rapide du conflit en Ukraine et à une reprise graduelle des relations avec la Russie subséquemment. En ce moment, ça sonne extraterrestriel que de parler comme ça.
Et je sais qu'il y en a plusieurs chez vous qui se cognent la tête après les murs en se demandant si je suis en train de fabuler. Mais non, si Trump parle effectivement d'une fin de conflit assez rapide et d'un engagement politique, public, à mettre fin à la guerre en Ukraine à partir du jour 1 ou sinon le jour 1, on peut présumer qu'à terme, durant le mandat de Donald Trump, durant les 4 années qu'il serait président, advenant son élection, il y aurait un retour graduel des relations avec la Russie. Entre l'Allemagne et la Russie, entre la France et la Russie, entre les Pays-Bas et la Russie, entre tout le monde en Europe et la Russie. Et ça, dites ce que vous voulez, ce serait hautement bénéfique pour l'Europe, pour la cohésion de l'Europe, sur laquelle toutes les questions sont en train d'éclater en ce moment. Pourquoi on se chicane avec Orban? Pourquoi on se chicane avec tout le monde? Essentiellement sur la Russie et l'Ukraine. La Pologne et tout ça. La question ukrainienne est vraiment extrêmement polarisante et problématique. Et c'est un cancer qui fait très mal à la cohésion de l'Union européenne. Alors donc, dans l'éventualité où un Donald Trump reviendrait, j'imagine une Union européenne plus cohérente, plus cohésive, plus forte, plus fière, moins divisée, plus riche, plus prospère, advenant un retour graduel d'abord des ressources naturelles en provenance de la Russie, un retour de la vitalité économique en Allemagne, et plus largement, un fin de l'état de sécurité un peu terrorisant dans lequel se trouvent beaucoup de pays européens. Ou par la force des choses, en passant, vous me faites rire là-dessus aussi, comme si, en tout cas, il y a une espèce de détestation de Trump qui empêche vraiment de voir même les faits les plus élémentaires. Mais est-ce qu'on est conscient que c'est pas chic, l'Europe dans le jupon des États-Unis? On est Canadiens, on a une excuse. On est voisins, on a une frontière de quelques 3000 kilomètres qu'on doit gérer avec les Américains. On a 2 océans dont l'accès, des côtes immenses, où on doit gérer l'accès conjointement avec les Américains. Notre espace aérien est contrôlé par les Américains. On n'a pas d'armée. On est des minables au Canada. On n'a rien. Je parle pour parler. Est-ce que je veux envoyer-moi pas des messages de haine parce que j'ai dit ça, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On a une excuse géopolitique. On est intrinsèquement, on est directement attaché avec l'économie américaine à hauteur de quelques 2 milliards de dollars par jour en échanges commerciaux. On ne peut pas se séparer des Américains. Mais vous, par exemple, en Europe, c'est quoi l'excuse géopolitique de se tenir dans le jupon des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'est quoi? Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune justification d'être resté après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la fin de la guerre froide encore moins, dans le jupon des États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire, tu sais, Benjamin, on n'avait pas l'économie pour se défendre, on n'avait pas de monnaie, on n'avait pas... Mais c'est quoi l'excuse après l'effondrement de l'Union européenne? Après de l'Union soviétique, pardon. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais obtenu d'autonomie stratégique en Europe? Pourquoi est-ce qu'on n'en est jamais venu à une certaine autonomie sécuritaire, à une souveraineté européenne? On est resté dans le jupon des États-Unis et là, on se demande, est-ce que ça va être mieux si Biden... Je pense que ce serait peut-être mieux un éloignement des États-Unis. Et peut-être qu'au bout de la ligne, même si les relations entre les États-Unis et l'Europe seraient exécrables sous Donald Trump, ce qu'on n'a pas de raison de croire, même si c'était le cas, ce serait bénéfique pour l'Europe à long terme. Parce que l'Europe doit sortir du jupon des États-Unis, ça ne peut pas durer. On vient de le voir, ce que ça donne encore. Alors, peut-être que 4 ans d'hostilité perçue de la part de l'administration américaine pourrait mobiliser une organisation plus cohérente de la sécurité européenne à partir des intérêts des acteurs européens plutôt qu'à partir des intérêts des États-Unis. Donc, quelles seraient les relations Europe-États-Unis sous Trump? Je crois d'abord que ça ne changerait pas grand-chose, c'est le premier point. Deuxième point, la guerre en Ukraine serait probablement ce qui définit ces relations vis-à-vis des États-Unis, plus largement la cohésion de l'Europe elle-même. Et donc, si on regarde ça avec un peu de recul, je pense que ce serait à long terme et à court terme positif pour l'Europe et peut-être même pour la paix mondiale, si vous voulez voir la Russie là-dedans. Alors, je pense que le chat est aussi sorti du sac par rapport à Trump et la relation internationale et tout ça. Le premier mandat, quand on parlait tout à l'heure d'un taux d'approbation de quelques 51% chez les Américains, il n'y a pas 51% de républicains, là. Soyons clairs. Il y a à peu près 30 à 40% de républicains, le reste, c'est des indépendants.
Même chose pour les démocrates. Pour qu'on arrive à un score de la sorte, c'est qu'il y a vraiment des gens qui, de bonne foi, ont été prêts de reconnaître que la présidence Trump n'a pas été la catastrophe annoncée. Et donc, on peut dire ce qu'on veut et on peut continuer à fabuler ces espèces de scénarios catastrophes de guerre mondiale et d'escalade et de guerre nucléaire, troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis. Et la réalité, c'est qu'en dehors de la gesticulation, de la rhétorique politique et de la politique électorale qu'on voit en Europe, la présidence Trump n'est plus du tout perçue comme une menace existentielle aux relations entre l'Europe et les États-Unis. Elle l'était il y a quelques années, absolument, absolument. Mais aujourd'hui, les leaders européens comprennent que c'est à peu près more of the same, plus de la même chose, que Trump est un symbole de quelque chose qui existait déjà aux États-Unis, qui ne déroge pas énormément des politiques républicaines et de ce qu'on a vu se présenter au cours de la dernière décennie. Donc là-dessus, je pense que il faut sérieusement mettre en perspective les implications d'une relation Trump-Europe. John Jamet, 4726, poursuit en nous demandant « Est-ce que d'autres chaînes de géopolitique trouvent grâce à tes yeux? Que penses-tu des analyses de John Mearsheimer? » Même question pour Awakening Richard. Je connais aucun des deux, je vous le dis d'emblée. J'écoute très peu de contenu géopolitique, je peux vous le dire là-dessus. J'aime pas le bruit. 90%, 95% des chaînes et du contenu qui se fait en matière de géopolitique, c'est du bruit. C'est vraiment du bruit, ça ne veut rien dire, c'est du contenu pour du contenu, c'est faire du temps pour faire du temps. Il y a des analyses là-dessus qui tombent dans le spectacle, qui sont dans l'exagération, dans la spéculation. Donc 90% de ce qui se fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas les nouvelles de si près que ça. J'essaie autant que possible de faire des revues de presse assez exhaustives, des grands journaux de référence, mais je ne suis pas les nouvelles. Donc, c'est pour ça que quand vous me parlez de faits divers aussi, pour moi, c'est la cérémonie des Jeux, je ne l'ai pas regardée. Il n'y a pas d'intérêt, j'ai juste pas d'intérêt là-dedans. Alors donc, chaînes de géopolitique, il y en a quand même quelques-unes que j'aime observer, que j'aime suivre pour leur valeur vraiment au niveau académique puis de la rigueur. Peter Zeihan est extrêmement solide, quoique un peu biaisé pour les États-Unis, mais honnêtement, ça reste quand même des observations très, très, très valables. Caspian Report, très intéressant aussi, un analyste azéri qui fait des observations extrêmement pertinentes sur la région, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient. Wally Faltist est vraiment un prospectif, si on veut, sur l'avenir et sur même rétrospectif sur le passé de l'humanité. Et c'est souvent fait avec un regard très déconnecté sur les factions, sur la partisanerie. Et ça, j'adore ça vraiment. C'est un Canadien aussi, je crois. Je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu. Je crois que c'est un Canadien. Et Kraut, finalement, K-R-A-U-T, une autre chaîne que j'apprécie énormément, qui fait aussi dans le documentaire longue forme. Donc, si ça vous intéresse, ces 4 joueurs, à mon avis, sont vraiment super. À part ça, prenez pas ça comme un désaveu des autres. Là. Il y en a qui essaient de voir des beefs avec d'autres chaînes géopolitiques. J'ai vraiment aucun problème avec personne. C'est vraiment juste que c'est pas le genre de contenu que je consomme sur le web. Très peu. Donc, il est difficile pour moi de commenter tout ça. Michael B., 4280. À quel jeu joue la Chine en se plaçant en tant que médiateur entre le Fatah et le Hamas? Dans quel but? Très intéressant. Un accord a effectivement été signé entre le Hamas et le Fatah au cours des derniers jours. Un accord qui a été organisé donc sous la médiation, la supervision de la Chine. La Chine, on se souvient, on en a parlé d'ailleurs dans une revue de presse précédente il y a 3 semaines, je crois, 1 mois. On se mentionnait justement que la Chine était sur le point de tenir des négociations entre le Hamas et le Fatah pour essayer de créer une seule unité palestinienne, un interlocuteur palestinien unifié avec lequel serait beaucoup plus facile de négocier, surtout avec la fin de la guerre qui arrive. On voulait avoir autant que possible, une certaine unité entre les différentes factions qui représentent le peuple palestinien, Hamas, Fatah, l'Organisation de libération de la Palestine. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'un accord a été signé en Chine et que la conclusion, c'est que l'Organisation de libération de la Palestine, donc le PLO, deviendrait le seul représentant pour la Palestine en entier. Il faut dire qu'il y a plusieurs accords de la sorte qui ont été signés au cours des dernières années. La plupart du temps, ça ne tient pas la route. Ça n'a jamais tenu la route. Quand ce n'est pas des tentatives d'assassinat qui viennent
détourner tout ça, quand ce n'est pas des guerres ouvertes, quand ce n'est pas des trahisons en coulisses. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça s'effondre. Sinon, c'est carrément le contexte international et le simple fait que le PLO, le Fatah, le Hamas, tout ça, ce sont des trucs extrêmement politiques. Le Fatah a toujours eu le contrôle sur le PLO, la PLO, appelez ça comme vous voulez, le Palestine Liberation Organization, l'Organisation de libération de la Palestine, a toujours été contrôlé largement par le Fatah, donc par la faction de Mahmoud Abbas et par l'autorité palestinienne. On n'a jamais vraiment accepté de le partager. Le Hamas en tant que tel n'a pas nécessairement rejeté l'existence du PLO, mais on a toujours voulu y être représenté, ce que l'autorité palestinienne et le Fatah refusaient catégoriquement, pour un certain nombre de raisons. Là, on accepte de faire une place au Hamas à l'intérieur du PLO. Difficile de savoir exactement quelle sera la place du Hamas, mais juste d'avoir une entente signée, on peut le voir comme un développement positif, toujours bien sûr sous réserve, sachant que les accords précédents ont fini par s'effondrer. La Chine, ce qu'elle tente de faire, pour répondre à la question plus directement, on dit à quel jeu joue la Chine en se plaçant comme médiateur? C'est très simple. Elle tente de montrer que le problème, c'est Washington. Elle tente de montrer que le problème, c'est les États-Unis et que la Chine peut être une médiatrice parfaitement capable, efficace et crédible en dehors de sa sphère d'influence. Et disons-le, c'est ce que font les grandes puissances. Les grandes puissances interviennent en dehors de leur sphère d'influence. Donc, ce que fait la Chine actuellement, elle est en train de revêtir les attributs d'une grande puissance, ce qui est quelque chose d'assez flatteur pour le gouvernement chinois, qui lui permet de se positionner au Moyen-Orient et d'étendre son influence, et du moins la perception de son influence. Son influence est assez limitée, mais la perception de son influence est certainement grandissante. Avec un accord de la sorte, et plus largement, on pourrait même inclure avec un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui a été obtenu il y a maintenant, je crois, 1 an, encore une fois sponsorisé par la Chine. Un accord qui n'avait jamais été possible auparavant, et là on a obtenu la normalisation graduelle des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite à travers l'intervention chinoise. Donc, oui, absolument, la Chine joue à un jeu en ce moment, c'est tout à fait politique, c'est tout à fait stratégique et tactique. La Chine veut être perçue comme une médiatrice parce qu'elle veut être invitée à la place des États-Unis à ce genre de négociations qui ont un impact sur la conduite du monde en général, la conduite de la politique étrangère. Là-dessus, il faut dire que c'est pas faux. Quand la Chine tente de montrer que le problème est en fait Washington, c'est pas complètement faux. Parce que d'emblée, à la seconde qu'on a appris qu'il y avait un accord de signé entre le Fatah et le Hamas, immédiatement les Américains ont rejeté l'entente, comme caduque, en disant ça vaut absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on donne de la place au Hamas. Et hors de question que le Hamas joue quelque rôle que ce soit dans l'après-guerre entre Israël et le Hamas. Alors, vous comprenez que d'une manière, ça expose effectivement les États-Unis comme étant le problème dans cette situation. Parce que oui, bien sûr, Israël non plus ne voudrait pas d'entente avec le Hamas, mais on se comprend que s'il y avait au moins un appui américain à ce qu'on dénoue le nœud entre le Fatah et le Hamas, on aurait d'autres possibilités sur la table. Mais les Américains le rejettent d'emblée, et pour la Chine, ça joue en sa faveur. Elle s'en fout un peu que l'accord aille nulle part. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a montré qu'elle était capable d'obtenir un accord, elle était capable d'asseoir les deux factions ensemble et de les faire, d'obtenir une médiation et de les faire s'entendre. Et finalement, elle prouve que les Américains sont nuisibles, qu'ils sont ouvertement du côté d'Israël et qu'ils retardent un processus de cessez-le-feu par leur obstination à exclure le Hamas de toute forme de négociation ou de processus d'après-guerre. Alors, la Chine, là-dessus, marque quand même un certain nombre de points. Il faut lui donner. C'est très habile de la part de la Chine et c'est de plus en plus fréquent à mesure où les États-Unis tentent de leur côté de se retirer de toutes ces régions. La Chine voit l'opportunité, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, de gagner en influence. Et le rôle de médiateur, c'est extraordinaire. C'est la manière beau, bon, pas cher de gagner en influence. Beau comme dans... Personne ne va vous reprocher d'essayer d'atteindre la paix et d'organiser de la médiation. Bon, parce que c'est efficace, ça permet à la Chine de faire des gains sans se remettre en doute, sans jouer sa propre réputation. Et pas cher, parce que la Chine, comme ça, n'a pas besoin de faire comme les Américains et d'aller s'embourber pendant 15 ans en Afghanistan. 20 ans, devrais-je dire. Elle n'a pas besoin d'aller s'embourber en Irak, elle n'a pas besoin de débarquer avec des porte-avions. Elle est capable d'étendre son influence par la voie du soft power, par la voie diplomatique. Alors, beau, bon, pas cher pour la Chine. Il ne faut pas s'en surprendre.
Maintenant, oui, très intéressant. Je vous le donne, c'est effectivement très intéressant, quoique avec une portée limitée. Voilà pour la revue de presse de cette semaine. Encore plus d'1h30 en ondes ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous me pardonnerez de parler de politique américaine, vous me pardonnerez de parler un peu de l'Ukraine et du Moyen-Orient, mais j'estime que c'était vraiment les dossiers les plus importants cette semaine. Et de notre côté, on se revoit dans quelques jours pour une prochaine revue de presse. Notre dossier, d'ailleurs, notre prochain grand documentaire est déjà lancé. On a eu un certain nombre de réunions là-dessus dès cette semaine, moi et l'amant, et on est déjà en fait dans le processus de rédaction là, pour une vidéo qui devrait être livrée très certainement au cours des 15 prochains jours. Donc, très hâte de vous retrouver là-dessus. Ce sera une vidéo très intéressante, aucun doute, et très compatible aussi avec les sujets des dernières semaines. C'est en plein dedans, comme on pourrait dire. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. D'ici là, nous, on se revoit même heure, même jour, la semaine prochaine. D'ici là, soyez vrais, répandez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.